Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans cette livraison de Regard Social. Le dossier de ce soir s'inscrit assurément dans le registre des affaires judiciaires complexes qui meublent le quotidien de bien de familles à travers le continent, dans son ensemble et précisément au Cameroun. C'est l'histoire d'un homme qui vient de brader, mieux vendre le domicile conjugal avec femme et enfants. Mais son épouse refuse de quitter les lieux, elle refuse de libérer ce domicile conjugal avec ses enfants. Pour elle, seul un engin lourd pourra l'y expulser. Depuis la notification de l'acte d'expulsion et surtout de la vente de ce domicile conjugal, elle a perdu le sommeil. Le mari, quant à lui, c'est la coule douce, pourtant auteur et acteur d'un mariage contracté sous le régime de monogamie avec communauté de biens. Les enfants sont inquiets pour leur avenir. Ils ne savent réellement pas de quoi sera fait demain. La dame, quant à elle, est inquiète. Ils vivent désormais sans papa, probablement dans les prochains jours, sans maison. Cette question sera au centre d'une problématique qui est réelle aujourd'hui au Cameroun, dans notre société, celle des pouvoirs et des droits sur les biens des couples en situation de mariage. Le récit de ce soir sera probablement bouleversant, probablement riche en émotions, mais surtout en enseignements avec l'éclairage des experts qui se montreront davantage pédagogiques. Alors, si vous êtes marié, vous vivez en couple ou alors vous envisagez de contracter un mariage dans les prochains jours, ne bougez plus. À tout de suite. Elle a mobilisé toutes ses forces, son énergie pour partager ce moment avec nous ce soir, pour partager ce bout de son histoire, une histoire bouleversante depuis un moment. C'est un quotidien, toute une vie qui est sur le point de basculer. Vous comprendrez d'ailleurs de quoi il est question avec notre témoin que nous recevons sur le plateau ce soir, Madame Yvette Pietawe, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et bienvenue sur le plateau de Regard Social. Comment ça va? Ça va pas, monsieur. Ça ne va pas. Comment allez-vous? Je me sens pas bien. Ça ne va pas de mon côté. Ça ne va pas. Ok. Alors, je dois rappeler que vous êtes Yvette Pietawe, vous êtes mariée. Oui. Vous êtes mère de 4 enfants. Oui, 4 enfants et un petit-fils. Voilà, et un petit-fils. Alors, ce soir, vous avez accepté de partager un pan de votre histoire avec nous. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas à la maison? C'est-à-dire, monsieur Rick, depuis le 3 septembre 2015, que notre fille a accouché, c'est là où les problèmes ont commencé dans la maison. Quand l'enfant a accouché, Votre fille, notre fille était enceinte. Nous étions à la maison ensemble. quel âge? Elle avait 18 ans. Elle faisait classe de terminale. Au moment où elle allait accoucher, elle a cogné à ma porte. J'étais au lit avec mon mari. Je dis ceci, comme c'est Sandra qui cogne la porte, ça veut dire qu'elle avait déjà accouché. Je traverse lui, je descends. Je vais à l'hôpital avec l'enfant, l'hôpital pas d'espio. L'enfant accouche, un garçon. On l'appelle, on dit, papa, tu es né de nouveau. Il nous dit au téléphone que... Vous appelez votre époux, le père de oui, votre mon fille. mari. Okay. Il nous dit au téléphone qu'il ne nous a pas demandé l'enfant. Comme fou le camp, il ne nous a pas demandé l'enfant. Fait quoi avec l'enfant? Il fait quoi avec l'enfant? Il n'a pas besoin d'enfant. Il a raccroché. Dès que j'ai arrangé l'enfant, j'ai mis au lit, sur le lit de l'hôpital. Je suis rentré à la maison. J'ai demandé pourquoi Sandra vient d'accoucher. On t'appelle, il dit quoi comme ça? Donne-moi alors l'argent. Il n'a pas fait le marché. Il dit qu'il n'a pas d'argent. Il dit que mais hier soir, je suis rentré de Youpé. Je t'ai donné une somme de 22 000. Comment tu peux dire ce matin que tu n'as pas d'argent? Il dit que je n'ai pas d'argent. C'est comme ça qu'il m'a banni dedans. Il sort, il part. Je me débrouille, je fais ce que je devais faire. Je me rends à l'hôpital. J'étais avec une copine à l'hôpital. Dès que je rentre, la copine reste. Quand je reviens, elle repart aussi. Le lendemain, je reviens, je dis que papa, ouais, je veux l'argent pour préparer. Je dis que mais tu testes les gens. Tu dis qu'il n'y a pas d'argent, tu me testes. Je n'ai pas d'argent.
Il dit qu'il veut donc faire comment avec l'enfant, les enfants qui partent à l'école, il fait comment avec eux. Il dit que j'ai dit que je n'ai pas d'argent. Moi, j'ai cru que c'était la blague. 4 jours après, il ne passe pas à l'hôpital. Le 4e jour, nous sommes sortis de l'hôpital. Dès qu'on arrive devant la cour avec un taxi, il était assis. Dès qu'il nous voit, il entre dans la chambre. Il ferme la porte. Il dort jusqu'au matin. Le matin, je cogne la porte, il n'ouvre pas. Il se lève quand je suis sorti pour aller au marché. Il se lève et il part. Le tour m'a demandé l'enfant que où est votre père? Il dit qu'il est déjà parti. Comment il sort ça de la reine de nous? On va faire comment? On va vivre donc comment? J'étais dépassée. Il n'avait pas l'habitude de le faire. De le faire. J'étais dépassée. Je dis que mais ça c'est quelle histoire ça? J'ai appelé un de ses frères. Il a safari. Et une belle sœur de Penja. Elle est venue. Elle dit que mais comment tu peux laisser les enfants comme ça sans donner la nourriture? C'est quelle histoire ça? Tu veux pas que ta femme travaille? Tu veux pas qu'elle vende? Tu refuses la nourriture, qu'elle va faire donc comment? Et que j'ai dit, quand on sort de chez moi avec le bâtard, tant qu'elle est là, il n'y a pas de ration. C'est comme ça qu'il ramasse toutes les marmites, il met dans sa chambre, il ferme. Et il m'empêche encore d'entrer dans sa chambre. Je dormais sur le canapé. Il appelle qui bâtard? Le petit-fils. Le petit-fils qu'il appelle bâtard, quand on sort de chez lui avec le bâtard. Si on ne sort pas chez le bâtard, il ne doit plus rationner. C'est comme ça que l'aîné demande papa, hey, c'est quelle qualité comme ça là? Donc nous on ne mange plus. Hey, donc je parle, tu peux supporter ta mère, même toi là, je ne te donne plus rien. Et le tapas, l'école a arrêté. C'est comme ça qu'il a arrêté l'école à l'enfant. Il faisait classe de seconde au collège d'enfant. Il faisait la chauderie là-bas. Au collège il faisait la chauderie là-bas. C'est comme ça qu'il a arrêté son école. À l'époque, il avait 19 ans. Il a arrêté l'école. Il ne payait plus. C'est même qui a passé le bac et elle a fait un enfant. Elle m'a dit, papa, pardon. Pardonne-moi comme j'ai fait ces erreurs-là. Il dit que non, l'école est finie. C'est comme ça qu'il a arrêté l'école de 2 aînés. En état, maintenant, il dit que non, le gars ne peut pas me laisser. Il faut que je sorte, je me débrouille même. J'ai même commencé à faire les beignets au haricot. Ça ne m'a pas toujours laissé. Quand l'enfant a accouché comme ça, 1 semaine après, il a arrêté toutes mes tontines. Moi, je faisais la tontine de chez nous. On cotisait 90 000 au mois. Et c'est lui qui me donnait l'argent. On avait une opportunité. Là où j'ai pris l'argent pour acheter les pirogues à Youpé. On faisait des pirogues à Youpé. J'ai commencé un business comme ça. Quand ça a mordu, je dis que bon, comme ça ne donne pas assez, quand tu travailles, allons plutôt par là-bas, on se debout pour nourrir les enfants. On vit ensemble. Nous sommes allés à Youpé. On a construit les pirogues. On est arrivé à 11 pirogues. J'ai les factures et tout. En détail, maintenant, quand l'enfant accouche, 1 semaine après, il part vendre tous les pirogues là-bas. Il arrête les tontines qu'on a déjà bouffées. Il a tout arrêté. Ok, donc, en d'autres termes, depuis la naissance de votre petit-fils, votre quotidien a basculé, la nature des relations, des rapports que vous entretenez avec votre mari a changé. On le voit parce qu'il n'a pas apprécié que sa fille tombe enceinte à un âge aussi précoce, mais il finira par quitter la maison, par abandonner la maison. Comment ça s'est passé, cette séquence? Cette séquence s'est passée comme quand il ne rationnait plus, il partait manger chez les voisins. Nous avons une vente devant la porte. C'est là où il mangeait, les voisins le bousculaient. Mais comment tu peux manger, les enfants te regardent? Il dit que, mais votre problème c'est quoi? Là alors, entre-temps, maintenant, il dit qu'il ne peut pas rester à la maison comme ça, il commençait à faire le beignets au haricot. C'est là, il dit que bon, comme tu vas commencer à faire le marché que je ne veux pas, tu vas donc sortir chez moi. Il dit que, mais tu ne me rationnes pas, tu ne me donnes rien, je fais donc comment? Tu as ramassé la mamie, tu as gardé. Là, il demande la mamie au voisin pour préparer. Et quand il met la mamie au feu, il vient porter pour verser. On signe sur la mamie. Il dit qu'on l'a tapé. Chaque fois, on met la mamie au feu, il porte pour verser. Il appelle sa fille, qui s'appelle Kwena Roseline. Elle vient au quartier. Elle dit quoi? Je vais vous te décalaguer. Chaque fois, elle vient m'insulter au quartier. Tu es comme ça chez nous. C'est la maison de ma mère. Tu es venu trouver. Tu vas sauf que partir. C'est comme ça que le quartier comprenait chaque jour. Elle dit, je te décalaguer ici au quartier. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Je mets la nourriture au feu, il vient me porter. Est-ce que c'est normal qu'il porte ma nourriture pour verser? Tu viens encore m'insulter. Il n'y a pas de problème. Maintenant, je sors pour faire les beignets haricots. Je travaillais de lundi à dimanche. Je vendais de lundi à dimanche. Le lundi, je ne travaillais pas. Le lundi, maintenant, je mets la nourriture au feu. Il commence à bavarder. Il dit que, ouais, même pour préparer, donc tu veux seulement que nous mourons dans cette maison. Il dit que, hey, tu dis à qui? C'est comme ça qu'il prend la machette. Il ouvre ma tête comme ça, là, avec. Comme ça. Ça, c'est un coup de machette. C'est comme ça qu'il prend la machette. Il ouvre ma tête en plein 14 heures. C'est les voisins qui m'arrêtent, qui me portent pour aller dans un centre juste à côté,
un centre, on appelle le centre là, Saint-Pierre-Paul. C'est comme ça que le médecin arrive, il dit que, ouais, ça c'est quelle histoire ça? Il dit que c'est comment? On m'a dit que c'est la machette, pardon. Il dit que bon, là où tu es là maintenant, là, il faut t'abstenir. Comme ça, on couvre vite ta tête, parce que l'air de papa, si l'air dans ta tête, c'est fini pour toi. C'est là où j'ai arrêté les jours comme ça, là. Ok, mais passer cette séquence, pourquoi partir de la maison? À quel moment? Il est parti de la maison le mois d'août. Et donc, il est parti, il a fait une semaine. On est venu me donner la sommation. Et comme il me donne la sommation maintenant, il dit un certain monsieur nous trouve à la maison vers 13h, un vendredi. Il était en train de tresser les enfants. Il entre. Bonsoir madame, bonsoir. Je suis monsieur Poumeni Pierre-Aimé. À compter d'aujourd'hui, la maison si m'appartient, je te donne un mois de sortie. Il dit que mais comment ça? Toi c'est qui? Il dit monsieur Poumeni Pierre-Aimé. Il dit que permets toi t'appartiens comment? Mon mari est où? Il dit que tant mieux, tu vas chercher pour le voir. Quand j'ai commencé à crier, les voisins sont sortis. C'est comme ça qu'il est parti. Et quand il part comme ça, le vendredi, comme ça, lundi, on vient avec une sommation que je dois libérer le lieu en 48 heures. C'est là où j'étais dépassé. Il ne savait plus quoi faire. Il était vraiment dépassé. Nous sommes en août 2017. 2017. C'était en août 2017. Depuis qu'il m'a donné la sommation, il ne fait que 2 jours après, il revient avec une sommation. Et les dossiers viennent. 3 jours après, c'est les gendarmes. On me convoque à la gendarmerie de la brigade de Ndobon. Quand j'arrive là-bas, l'enquêteur me dit, madame, ton mari et toi, vous attendez, vous vendez la maison, vous pas libérer la maison de quelqu'un. Tu dois libérer la maison, tu dois libérer la maison. Je dis que mais je ne connais rien, je ne sais même pas là où il y a mon mari, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais même pas là où il est. Je ne connais rien. Je dis que, ok, comme tu ne connais rien, rentre alors. Je rentre 2 jours après, et le gendarme revient encore avec 2 convocations, mon fils et moi. Nous, en allant à la gendarmerie, on se dit que c'est par rapport à la maison. On arrive à la gendarmerie, on dit que l'enquêteur dit, hein, toi, tu menaces ton père à la maison. Hein, ta mère comme ça, tu supportes ta mère. Il envoie l'enfant en cellule. L'enfant a fait la gendarmerie de Dobon 3 jours. Le samedi, il m'appelle de venir parler de mon fils. Je viens dire que rentre avec ton fils. Le lundi, maintenant, il me dit de revenir avec l'enfant. Je reviens avec l'enfant. On envoie l'enfant à Ndokoti. De Ndokoti, maintenant, on dit que non, il n'y a pas la cellule là-bas. On l'envoie à 7e. Elle vient maintenant à 7e. Il a passé une heure à 7e. Le lendemain, maintenant, on envoyé à Ndokoti. Je suis juste allé à Ndokoti. J'ai supplié, vu un monsieur, un avocat. J'ai supplié que, ouais, allez, je ne connais pas, je ne sais pas ce quoi faire. C'est comme ça, comme ça, comme ça. Il dit que c'est comment? Il dit que j'ai envoyé mon fils ici. On va aller l'envoyer à Nobel. Entre-temps qu'il a fait 3 jours à la gendarmerie de Ndobon, l'acheteur, avec l'avocat, est venu me dire que, madame, comme tu vois là, ton fils est en cellule. Je te donne 1 million, tu libères la maison. Je dis que j'ai fait quoi avec 1 million, papa? Avec 1 million, si tu peux construire une maison, tu me mets là-bas, c'est encore plus mieux. Je vais faire quoi avec 1 million? Je ne sais pas quoi faire avec 1 million. On va construire avec, tu viens, je vais quitter, je vais aller là-bas. Mais votre fils a été interpellé, pourquoi? Je ne sais pas. L'avocat de l'acheteur me dit que si je n'accepte pas 1 million, il va envoyer mon fils à Nobel. C'est ce qu'il m'a dit. À la prison centrale de Nobel. Il dit que papa, fais de lui ce que tu... Je ne sais pas ce qu'il a fait. Et qu'en prison, il y a les innocents. Je ne sais pas quoi te dire. Fais de lui ce que tu peux faire. Je n'ai personne qui peut m'aider. Fais de lui ce que tu peux faire. Il dit que ok, on va voir ça. Il sort, il part. 2 jours après, il envoie encore une sommation que si je ne sors pas de la maison, ils vont venir me faire sortir avec les gros bras. Là, il dit alors, s'il vient avec les gros bras, il va donc faire comment? Ok. Pourquoi vous avez rejeté le million qui vous a été proposé? Je lui ai dit ceci, avec 1 million, je peux faire quoi avec? J'ai 5 enfants que je suis en train de nourrir. Avec 1 million, je ne vais pas où avec eux. Je n'ai pas de maison. Je vais aller dans la rue comment avec les enfants? Déjà, nous ne savons pas ce qu'on va manger. Les enfants ne fréquentent pas. Il y a celle qui a passé le bac. Elle est là à la maison. Celle qui a couché le bac, elle est à la maison. Il y a une autre qui a passé le bac G2, elle est à la maison. Le dernier même, il a 16 ans, il a passé au BPC, il est à la maison. Je ne sais pas où avec tout ça. Je vais commencer comment? Ils ne vont pas à l'école. Ils sont à la maison. Ok. Alors, je comprends un peu, nous comprenons la profondeur de ce que vous vivez, la douleur de cette histoire. Mais dites-nous, sur des questions de fond, qui a acquis la maison? La maison a été construite par qui? J'ai trouvé la maison, elle n'était pas vraiment finie.
C'était pas fini. Et puis on a fini ensemble. Ok. Parce que même les barbons et les portes, tout ça, on a fini ensemble. Donc vous arrivez dans votre foyer à quel moment? Je suis arrivée en... Je ne peux pas la tête déjà. Tu sais qu'avec le coup de matière là, ça fait que la tête, quand je parle beaucoup, la tête, j'ai mal. Alors, C'est que je... mais vous vivez ensemble maritalement depuis une 25. vingtaine d'années, depuis 25 ans. 25 ans. Voilà, et vous êtes officiellement marié depuis 2004. Depuis 2004. Oui. Sous quel régime? Polygamie, bien commun. Bien commun, ok. Donc, la maison a été construite par... donc, lorsque vous rejoignez votre foyer conjugal, vous trouvez déjà une maison qui n'est pas achevée. Vous contribuez à achever les travaux de construction. D'accord. Et depuis lors, comment ça se passe? Pourquoi vous ne partez pas de la maison? Je parle de la maison que je pars. Je n'ai pas là où partir, je n'ai pas là où aller. Je n'ai même pas de famille, je n'ai même plus de parents. Il ne sait même plus. C'est la seule maison que lui et moi, on a à Douala. Il n'a plus de maison, même au village, il n'a pas de maison. Depuis que nous sommes là, nous ne sommes jamais allés au village jusqu'à dormir dans une maison que ça nous appartient. Oh, il n'a pas de maison au village. Je ne sais pas là où aller. Quand je sors que je pars où. Mais qu'est-ce qu'il dit, votre mari? Depuis 3 mois qu'il est parti, je ne sais même pas là où il est. Je ne l'ai même plus jamais. On l'appelle même, il ne prend pas. J'ai le dernier même qui appelle, papa, tu es où? Tu nous abandonnes comme ça, faites comme vous voulez. Il raccroche. J'ai ma fille qui a celle qui a accouché, qui a le bac. Elle est aussi dehors, elle chôme comme ça. Là. Quand elle marchait une fois, elle a trouvé son père chez sa soeur aînée qui a signé la vente. L'enfant de la première femme qui a signé la vente. Elle s'arrête, elle dit que papa, tu es ici et puis on te cherche, on ne voit pas. Comment tu peux vendre la maison, tu nous vends dedans? C'est sa fille qui répond. C'est qui a payé c'est qui répond à l'enfant que vous avez déjà vu quoi? C'est au début de votre souffrance. Je t'amuse, je vais appeler mon monsieur pour lui dire que même un mois qu'il a donné, c'est beaucoup. Il faut qu'on vous donne au moins une semaine que vous sortez. C'est au début de votre souffrance. C'est ce qu'elle répond à l'enfant. L'enfant commence à pleurer et rentrer. Alors que elle, il y a la première maison, il y a une première maison qu'il a vendue à Safari à 16 millions. Il a construit la maison à tous les 7 premiers enfants de la première femme. Et en vendant la maison, là, j'étais là. Il nous a dit que non. Comme c'est les grands enfants déjà, pour qu'ils ne vous dérangent pas demain, il faudrait qu'on les place comme ça, qu'ils ne viennent pas demain ici vous déranger. La maison vous appartient aux enfants-ci. C'est ce qu'il a conclu avec moi. Il a dit qu'il n'y a pas de problème. Comme tu les as cité, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, je me retrouve dans la rue. Que comptez-vous faire maintenant? Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. C'est pourquoi je demande aux autorités de mon pays, ici camerounaises, s'ils pouvaient m'aider. Et je demande aux Camerounais s'ils pouvaient m'aider à rester dans ma maison parce que je ne sais pas où aller. Je n'ai personne. Je ne sais pas où aller. Et comment parvenez-vous à meubler votre quotidien? Vous vivez de quoi? Nous sommes là. Puisque les enfants... Les voisins nous aident. Quelques voisins nous aident. Le jour que... Moi, je suis coiffeuse. Quand je tresse au moins 2 tresses, on se défend. Avec les jours qu'on fait même 3, une semaine sans manger. En partie, il a tout ramassé. Même les bouteilles à gaz, il a vendu. Tout. Même la machine qu'il me débrouillait à coudre avec, il a vendu. Et il y a une maman à Bonamoussadi, une soeur de la Réunion. Quand il a perdu son neveu chez moi, il s'appelait Léon Chérodic. Il a perdu son neveu chez moi. Le corps était chez moi. Il m'a dit, maman, comme on n'a pas d'argent, on va faire comment? Va voir ta soeur à Bonamoussadi. Tu la demandes 500 000. On fait le deuil avec. Je suis allé prendre 500 000 à ma soeur. Je l'ai remis. Il a fait le deuil de son neveu avec. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais remboursé. Chaque fois, il me fait pression. À la Réunion, on me demande au moins 3 millions là-bas que j'ai pris du donner. Il passe à rembourser. Chez nous, même la Réunion de Jésus, même, de son propre village, on me demande l'argent là-bas beaucoup. C'est pas quoi faire pour rembourser. Je ne sais pas comment faire. Les dettes, je ne peux même plus, je n'arrive même pas à dormir. Je ne parle même plus. Quand je la présidente m'appelle, j'ai même une lettre que la présidente m'a envoyée ici. La lettre de la réunion ici, que tu fais comment?
de l'argent des gens. Maman, ton mari, vous êtes venu escroquer les gens. Viens remettre notre argent. C'est ce qu'il veut prendre pour amousser. Même manger, il n'arrive pas. Les dettes, mais je ne peux pas. C'est qu'il donnait même l'argent à Youpé. Il a tout arrêté. On avait 11 bureaux, c'était les factures de ça, des carnets de recettes de ça. Il a tout vendu. Ok, beaucoup de courage, madame. Alors, est-ce que vous avez un message à lui adresser ce soir, à votre mari? Qu'est-ce que vous avez à lui dire ce soir? Tout ce que je peux lui dire, qu'il faut qu'il cherche monsieur pour venir payer, mais il rembourse son argent. Ce que je peux lui dire. Qu'il cherche à rembourser son argent. Même s'il a mangé, il rembourse. Il fait les papiers sur il rembourse son argent. Parce que je ne suis pas prêt de sortir dans cette maison. Parce que je ne sais pas là où il va partir. Et que monsieur Poumeni Pierre aimait lui chercher et récupérer ses millions qu'il a donnés. C'est 22 millions qu'il a versés. Qu'il lui cherche et récupère son argent. Ok. Quel est votre vœu, votre souhait, c'est quoi? Mon souhait, c'est que je demande à mes frères camerounais, aux autorités qui me regardent à ce moment, de me venir en aide. Parce que moi, je ne peux rien. L'acheteur, c'est un milliardaire, il sort de l'Europe. Avec lui, on ne peut pas discuter. Je ne peux rien dire avec lui. Et tant puisqu'il est arrivé même chez moi, il a commencé à me menacer. Que oh, va ceci, oh, cela, oh, cela. Donc je ne sais pas là où on peut me mettre de suite avec lui. Que le Camerounais me vient en aide. Je ne sais pas quoi faire. Ok, bien. Beaucoup de courage dans cette épreuve. Et comme d'habitude, nous étions sur le terrain pour faire le constat des faits qui nous ont été rapportés ce soir. Et en guise d'illustration, nous vous proposons de suivre cet élément qui porte la signature de M. Samuel Tchoufa et Flavien Valondongo. Nous étions justement sur le terrain pour faire le constat, pour relever les faits. Et nous tenons d'ailleurs à rappeler à toutes fins utiles que nous avons pris attache avec l'époux de notre sujet de ce soir. Malheureusement, il n'a pas souhaité réagir. Vous l'écouterez certainement dans l'élément qui va suivre. Je vous annonce qu'après la diffusion de ce reportage qui va peindre le quotidien de cette famille, nous allons donner la parole à nos experts. C'est un plateau composite qui donnera justement la parole à Maître Anne-Marie Bolobassi qui est notaire, Maître Charles Yumbi qui est avocat inscrit au tableau de l'ordre des avocats du Cameroun, Maître Martin Biton qui est avocat, magistrat à la retraite et Maître Pierre Boubou qui est lui aussi avocat. Mesdames, Messieurs, voilà le panel des experts à qui nous donnons la parole dans un très court instant. Le temps pour nous de vous permettre de faire cette immersion dans le quotidien de cette famille que nous avons rencontré à Douala, précisément au quartier Bepanda, dans le 5e arrondissement. A tout de suite. Diamdje, épouse Piataoué, qui vadrouille dans les rues de la ville de Douala, ne sait plus à quel saint se vouer. Elle quitte son domicile presque tous les jours pour aller chercher la solution aux problèmes qui la traumatisent et retourne à la maison qu'en fin de journée 2017, lorsqu'un inconnu débarque à leur domicile. Je ne sais pas comment ça s'est passé avec mon mari. Un matin, il y a un monsieur au nom de Poumeni Joël Aimé. Il nous trouve à la maison, il nous dit salut, bonsoir. Il dit bonsoir monsieur. Il dit ceci, madame, je viens de te dire qu'à compter d'aujourd'hui, c'est moi le propriétaire de cette maison. Il dit quelle maison? Il dit la maison-ci. Il dit pourquoi? Il dit que ton mari m'a vendu la maison. J'ai les papiers. Donc à compter d'aujourd'hui, je vous donne un mois de sortie de la maison. Il dit que mais elle m'a j'ai commencé à crier. Les voisins sont sortis. C'est quoi? Il dit que voici un monsieur qui m'a dit que la maison l'appartient, qu'il va libérer la maison dans un mois. Quand on a commencé les cris comme ça, il a fui, il est parti. 3 jours plus tard, alors qu'elle cherche à comprendre ce qui lui arrive,
Elle reçoit la visite de 2 huissiers de justice qui lui servent un document lui demandant de libérer le domicile dans les brefs délais. Les 2 huissiers sont venus, m'ont donné une sommation de libérer la maison le 28. Je lui ai dit que ok, il n'y a pas de problème. J'ai commencé à crier, à pleurer. Les gens ont dit c'est quoi? On m'a dit que parce que l'huissier qui m'a donné un papier qui veut libérer la maison en 3 jours. Et je sais qu'elle fait comment avec les enfants. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je commence à me lamenter. Après 2 jours encore, il revient avec la sommation et une convocation de la brigade de la gendarmerie de Ndobon. On m'a convoqué pour la première fois, je suis allée là-bas. J'ai raconté l'enquêteur, il me dit que madame, vous devez libérer la maison, vous te mariez à vendre la maison à 22 millions, vous faites encore quoi là-bas dedans, vous allez sortir, il faut libérer la maison. Je dis que ok, c'est vous qui tentez de m'informer, je ne connais pas qu'on a vendu la maison dedans, puisqu'il ne m'a même pas dit qu'il vendait la maison. L'enquêteur dit que comme je vous dis là, il fallait libérer la maison. Entre-temps, le chef de famille est resté invisible. Selon son épouse, le ciel était déjà plein de nuages entre le mari et elle. Aujourd'hui, parce que n'ayant pas pu aller à l'école cette année, ont tenté à plusieurs reprises de joindre par téléphone leur géniteur qui n'a plus jamais souhaité les rencontrer. Je me sens mal. Je n'ai jamais voulu que tout ça arrive. Nous voici, j'ai le bac. J'ai le bac depuis 1 an. Je ne fréquente pas à la maison. J'ai le bac G2, j'avais les ambitions, je voulais bien fréquenter. On ne veut pas être comme les filles, comme les enfants qui ne fréquentent pas, qui partent pas à l'école. Moi, je vais fréquenter. Les enfants ils sont derrière moi là. La fille a eu le bac, un bac G2, elle est à la maison. Le garçon a eu le BPC, il est à la maison. Il n'y a pas de quoi payer la pension. Ils sont tous là. Même manger, on n'arrive pas à manger. On se lève le matin, on s'assoit comme ça, quand vous nous voyez là. On n'a pas de quoi manger. J'ai ma fille qui a accouché. Quelqu'un dit, papa, on est où? Il faut qu'on appelle papa. On appelle, il ne prend pas. Le dernier appelle papa. Papa, tu es où? Je suis là. Tu es là comment? Il peut nous retirer dans la maison. Ah, faites comme vous voulez. Il raccroche. L'autre enfant l'appelle. Papa, tu es où? Ah, je suis en l'air, je suis en l'air, je suis en l'air. Il ne m'appelait plus, je suis en l'air. Les enfants disent, maman va aller où? Je ne sais pas. On n'a pas dormi. Toute la nuit, on était là, on regardait. On s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'on a bien fait pour mériter tout ça? En détail, il a fait jour. Nous se sommes réveillés, on s'est retrouvés devant la porte, on était assis, on n'avait même pas de quoi manger. On était assis là-bas. On regardait, les gens nous regardaient. Ouais, on fait comment? La démarche utilisée par le chef de famille pour se débarrasser de son épouse et de ses enfants a été entretenue par des convocations de la femme devant les services de gendarmerie. Il me convoque avec mon fils. On arrive à la gendarmerie. On trouve l'enquêteur. On était assis dehors. On attendait le président. Le président était toujours l'huissier et l'avocat. On arrive maintenant. On dit qu'on attend dehors, on attend. En temps maintenant, mon mari même vient. Je dis que donc c'est lui qui nous convoque ici. Si c'est déjà lui, c'est déjà bon. Donc on va trouver au moins un terrain d'entente ici. Dès qu'on nous appelle dedans, on pose d'abord la question à mon fils. Oh, c'est toi qui tapes ton père. Oh, tu fais comme ça à ton père. Quand on parle avec ta mère, tu lui menaces. Alors, on te met en garde à vue. On envoie l'enfant dedans. En étant maintenant, je suis là. On dit qu'on doit m'entendre. Et que bon, si vous voulez m'entendre, vous mettez aussi dedans comme vous avez mis mon fils. Il a laissé maintenant de m'entendre, il a appelé son frère qui est venu en civil, celui qui m'a entendu. Il dit que tout ce qu'on a été raconté, je ne connais pas. Je ne connais pas question de maison, je ne connais rien. Il dit que vous êtes sûr, madame, que je ne connais pas. Et c'est quoi, depuis qu'il est parti, c'est aujourd'hui même que je suis en train de le voir comme ça. On dit que bon, on doit nous confronter alors. Je dis qu'il n'y a pas de problème. Quand l'enquêteur maintenant entre en question, il me dit que bon, comme elle nie les faits, ça ne vaut pas la peine de continuer. Il nous demande de partir. Il dit que bon, je ne peux pas partir, c'est mon enfant ici. Ou on nous met à celui à deux. Il dit ceci. Il dit que madame, si on ne fait pas le bras de fer, tu vas rentrer, il va rester ici. Il va rester ici, on va l'envoyer à deux côtés. L'enfant a fait 3 jours. Dans cette affaire,
L'un des fils incriminés a passé 3 jours à la gendarmerie et puis transféré par la suite au parquet de Ndokoti. Pour sa libération, il a été proposé à la dame de décharger une somme de 1 million de francs CFA et accepter de libérer le domicile. Que non. L'avocat venait me proposer 1 million de libérer la maison. Que si j'accepte 1 million, il me donne ça maintenant et je libère la maison. Et si je refuse, il va envoyer mon fils à Nobel. C'est pas ce que l'enfant a fait. Même si l'enfant part à Nobel, c'est qu'il y a les innocents à Nobel. Même si l'enfant part à Nobel, il n'y a pas de problème. On dit, ok, quand tu n'as pas accepté comme ça, là, je vais envoyer l'enfant à Nobel. Lundi, maintenant, on envoie l'enfant à Ndokoti. Elle va à Ndokoti, maintenant, on envoie l'enfant à la commissariat de 7e. Il a dormi là-bas. Le matin, de mardi, on a envoyé l'enfant à Ndokoti. C'est à Ndokoti que je suis allé. On est supplié avec un avocat, on a supplié, on a laissé l'enfant. La dernière fois encore, après ça fait 2 jours encore. Le même monsieur vient encore avec la convocation. Et si on ne sort pas, il va venir avec les gros bras. Nous faire sortir par force. Si on ne sort pas, il va venir avec les gros bras nous faire sortir par force. Jusqu'à là, nous sommes là. On ne sait pas là où on va aller. On n'a ni devant ni derrière. Et c'est la seule maison. Mon mari n'a plus de maison ailleurs. La seule maison qu'il a. Donc, il y a une chose comme ça qu'on va se retrouver dans la rue. Lui-même, ça fait 3 mois. Je ne sais pas là où il est là. On ne sait pas. On l'appelle même, il ne prend pas le téléphone. C'est à la suite de toutes ces menaces que l'un des fils décide alors de mentionner sur les murs du domicile que c'est une maison familiale, mais n'est pas en vente. Comme vous venez le constater, là, on est qu'une maison familiale, on n'est pas vendre, de peur que quelqu'un pourrait voir comme ça et ne pas acheter. Mais jusque-là, ils ont toujours décidé qu'ils vont venir nous, avec les gros bras nous faire sortir par force. Je demande que, mais où nous faire sortir, qu'on aille où? Il n'y a plus de maison, on n'a pas de maison. Parce que non, allez voir votre mari, ma maison, j'ai déjà acheté ma maison. J'ai mes papiers en poche. Et allez voir votre mari, il va vous amener là où il veut. Moi, je ne connais pas. Il dit que, mais tu achètes maison, on a demandé si les gens habitent dans la maison. Il dit que, j'ai acheté ma maison, j'ai vu les papiers et puis j'ai acheté. Je lui demande même que, tu vois une maison qu'on a écrite, maison n'est pas vendue, tu achètes. Il dit que oui. Le mari a des papiers, il a tous ses papiers, il a dit que c'est sa maison, et il a dit que c'est sa maison, et il a acheté. Que je peux aller me plaindre là où je peux me plaindre, il a déjà acheté. Moi étant pauvre femme, je n'ai rien, je n'ai pas su là où aller me plaindre. J'étais dépassée avec les enfants, et nous sommes en haut, locataires en bas. Il y a l'acheteur et Lucie qui me menacé. Chaque fois, il me menacé. Il a seulement fui avant de partir, il n'a même pas tout pris ses choses. Il a seulement dit qu'à l'heure, il veut qu'il libère parce qu'on lui a donné trop de sommations. Il a dû partir. La dame et ses enfants sont désormais sans repère. Pas de nouvelles du chef de famille. Tous les entrées que j'avais avec lui, quand j'ai commencé mon business, il fait dans les pirogues à Youpé. Quand il est allé en retraite, il dit que bon, comme je suis à Youpé, il fait dans les pirogues, ça donne beaucoup d'argent. Viens, on part par là-bas. Il est venu. J'ai allé à la réunion, j'ai pris l'argent. On a fabriqué les pirogues. Presque 11 pirogues, on a mis dans l'eau. On a donné de quoi manger. Un bout de temps, il a tout vendu. Il a tout vendu. Si bien que même les tortues, on cotisait 90 000 chez nous chaque mois. Il a tout arrêté. Même les tortues, il a arrêté. À la réunion, j'ai une soeur que, quand il a perdu son fils, son neveu, il m'a envoyé aller prendre 500 000. L'une de mes soeurs. Ça fait aujourd'hui 3 ans qu'elle n'a jamais remis chaque jour. Elle m'envoie les lettres que remets mon argent. Tu as envoyé ton mari par mon argent. C'est 500 000. Vous avez fait le dé avec. Jusqu'aujourd'hui, je réclame toujours mon argent. Chaque fois qu'elle va me menacer, qu'elle va m'envoyer la convocation. À la réunion de journaux, me donne au moins 3 millions. Il a bouffé lui donner. Il allait maintenant vendre tous les revenus. Jusqu'à comme ça. Ici même à la maison, on a même les mamies sont fermées dans sa chambre. Tout. La bouteille à gaz, il a vendu. La machine des enfants, ma machine même que je me débrouillais avec à coudre, il a vendu. La machine des enfants, il a vendu. Il a tout vendu. Porter les mamies mettre dans la chambre fermée. C'est quand il part maintenant qu'on casse la chambre. Quand on me donne maintenant une sommation, qu'on casse la chambre.
Quand on se rend compte qu'il n'est même pas, qu'il a tout ramassé dans la chambre, il n'y a plus rien dans sa chambre. Yvette Yamdje, épouse Piatawe et ses enfants ont décidé de tout attendre sur place. Impossible d'aller ailleurs, faute de moyens financiers. Je ne sais pas là où elle va aller, je ne veux pas quitter la maison. Je ne sais plus où aller. C'est ici que je prends comme ça ma retraite, donc je ne sais plus là où je vais aller. Je ne sais plus là où aller, donc on va sauf que mourir ici. Si je peux dire à l'avocat, à l'acheteur de récupérer son argent à mon mari, avant qu'il ne fasse de ça ce qu'il veut. Parce que je ne peux pas quitter dans la maison. Je veux sauf que mourir ici. Comme ils disent qu'ils viennent avec les gros bras, on va sauf que me tuer ici, avec les enfants. On n'est pas là où aller, on va rester ici avec les enfants. Ils sont nés ici. Je ne sais pas où on va aller avec eux. On n'a plus de maison ici dans l'endroit là. Là, s'ils viennent nous retirer, on va sauf que mourir ici ensemble. Je ne peux même pas sortir. Je suis là. Les deux ont dit qu'ils viennent, je ne sais pas quand ils vont venir, je ne sais pas. Mais je souhaiterais qu'ils viennent me trouvent. Là, on meurt ensemble dans la maison. Depuis 3 mois, je n'arrive même pas à dormir. Déjà, les enfants ne regardent pas. Nous ne mangeons pas. Les cantines, je ne peux plus le faire. Je suis là comme ça. Je ne peux même pas sortir. Je n'ai même pas le courage d'aller me débrouiller et manger. Parce que quand ils sont, ils me disent qu'ils parlent comme ça. Ils viennent mettre les enfants dehors. Je préfère qu'en venant, je suis là. Ils me trouvent. Joint au téléphone par l'équipe de reportage de Regard Social, le chef de famille a laissé entendre qu'il n'a aucun commentaire à faire et que sa décision était déjà prise. C'est une citation. Au sein de l'opinion, les avis sont partagés sur le sujet. L'homme ne peut pas vendre la maison sans le consentement de sa femme parce que les enfants sont les co-héritiers. Quand on construit la maison, c'est comme l'héritage qu'on doit laisser à nos enfants. Si maintenant ils vendent la maison avec les enfants à l'intérieur, quand ils ne sont pas là, les enfants vont se retrouver. Dans la maison avec les enfants, dans la maison, même devant le bon Dieu, il est tellement criminel. C'est très normal. L'homme peut être déçu, il vend sa maison avec les enfants dedans. Ça dépend de quelle manière la femme lui traite à la maison et autres. Un homme, quand il refait sa vie, c'est sa femme et ses enfants. Moi, je suis dit que c'est normal. C'est sur foiré. Je suis à l'intérieur de la maison. Donc, ça veut dire que même moi-même, il m'a vendu, il a vendu les enfants. Quand l'homme construit la maison, c'est pour les biens de la famille, ce n'est pas pour la femme. La famille, c'est les enfants. Voilà, place au décryptage et surtout à l'analyse de la problématique qui jaillit de ce récit, de ce témoignage, de ce quotidien assez bouleversant pour cette famille, cette dame et ses enfants. Alors pour en parler ce soir, nous recevons sur le plateau de Regard Social Maître Pierre Boubou. Bonsoir Maître. Bonsoir Eric. Vous êtes par ailleurs docteur, hein, il faut le dire. Docteur en droit. Quelle est votre préférence, docteur ou maître? Bon, c'est maître d'habitude. Alors, disons que vous êtes avocat et vous êtes par ailleurs enseignant de droit à l'université de Douala. Oui. Comment vous réagissez à ce récit? Bon, c'est d'abord regrettable que le récit ne puisse pas être contradictoire parce que ni l'acquéreur, ni le vendeur, ni la personne n'est là. Et on aurait bien voulu entendre ce qui s'est passé. Mais il y a plusieurs points de vue. Ce dossier soulève un problème social et un problème juridique qu'on doit résoudre. Je suis content que mon confrère soit là et le notaire. Ensemble, nous allons voir tous les aspects juridiques de ce problème. Ok. Avec les éléments dont nous disposons actuellement. Très bien. Alors, pour vous répondre tout de suite, je voudrais annoncer que nous avons entrepris la démarche indiquée. Rentrer en contact avec l'époux ou le chef de cette famille qui n'a pas souhaité s'exprimer. Et ça, Flavien Valondongo l'a relevé tout à l'heure dans l'élément que vous avez regardé. Alors avec nous également sur le plateau ce soir, Maître Charles Constant Yumbi. Alors Maître, bonsoir. Bonsoir Eric. Et bienvenue sur le plateau de Regard Social. Merci. Alors vous êtes avocat. Vous êtes inscrit au tableau de l'ordre, il faut le rappeler. Alors, comment vous réagissez à ce témoignage? À la suite de mon confrère aidé Maître Boubou, je voudrais, au-delà de l'aspect de la contradiction, indiquer
que c'est dommage que nous nous réduisions seulement à l'aspect factuel de cette affaire. Parce que, voyez-vous, au-delà des faits, on a besoin également des éléments de preuve pour pouvoir asseoir davantage les déclarations, les allégations qui ont été développées par la victime ici présente. Mais déjà, ce qu'il faut relever, c'est que nous avons affaire à un cas typiquement social qui est courant au Cameroun aujourd'hui. Tout simplement parce qu'il y a une véritable crise de la famille au Cameroun. Et cette crise se manifeste au regard de ce genre de faits. Ce n'est pas nouveau. Ça, c'est un fait parmi tant d'autres. Nous avons des faits également qui sont liés à l'enfance, nous avons des faits qui sont liés également à la gestion de la propriété, beaucoup d'autres faits qui sont liés à la société. Mais ce cas pose quel problème, quelle problématique? Ce cas pose plusieurs problèmes juridiques en l'espèce, tant sur le plan pénal que sur le plan civil. Vous comprenez, il s'agit d'un problème qui est lié, d'un problème de gestion du couple, de la gestion du patrimoine familial et des droits des conjoints. C'est très important de le relever. Nous en parlerons tout au long de l'émission. Alors, la seule dame experte sur le plateau ce soir est également installée, Maître Anne-Marie Bolobassi. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Eric. Et merci de nous faire l'honneur d'être sur ce plateau ce soir. Vous êtes notaire, vous êtes la présidente de la Chambre des notaires pour le littoral. Alors, quelle est votre réaction de pareilles histoires? Vous en vivez régulièrement au quotidien? Vous savez, déjà, je vous remercie de m'avoir invité pour pouvoir parler des problèmes qui concernent la famille. Je compatis à cette situation de Madame Tetaoué. Ce n'est pas facile de vivre un tel drame. Et nous allons essayer d'aborder tous les problèmes qui sont soulevés par sa situation. En tant que notaire, je vois d'abord le problème de la convention qui lie les époux, le régime matrimonial. Elle nous a dit qu'elle était mariée sous le régime de la communauté des biens. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait un contrat par devant notaire. Les époux peuvent faire un contrat par devant notaire et le notaire délivre un certificat pour être présenté à l'officier d'état civil. En l'absence de contrat, le régime qui s'applique est celui de la communauté. Donc c'est un régime par défaut. Vous êtes marié sous le régime de la communauté des biens. Et cette communauté est régie par le code civil et par la loi. Le régime des biens du couple. Avant le mariage, pendant le mariage. Donc nous allons développer cet aspect. C'est d'abord le premier problème que j'ai entrevu. Maintenant, il y a le problème de la vente. Quelle est la situation de ce bien? Quand est-ce qu'il a été acquis? Vous avez dit avant le mariage par l'époux, parce que madame aussi peut aussi avoir ses biens. Alors, quel est le sort de ces biens acquis avant le mariage? Qui gère? Il y a le problème de l'amélioration. Vous avez dit, vous avez amélioré, vous avez trouvé la maison, mais vous avez amélioré. Comment vous allez gérer cette amélioration du bien? Il y a le problème du logement familial, parce que ce n'est pas seulement une maison qu'on a vendue. C'est votre domicile, le domicile conjugal, qui répond à un régime spécial. Il faudrait qu'on se penche là-dessus. Il y a un problème social. La famille a un peu éclaté. Qu'est-ce qui va se passer après? Où est-ce que vous allez rester? Il y a un problème économique. On nous a parlé de la vente d'un bien qui a généré des fonds. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, moi, j'aimerais d'abord savoir, est-ce que le bien est immatriculé et en quelle année, au nom de qui? Donc, comme disait Maître Yumbi, ce sont des éléments qui peuvent nous permettre de vraiment statuer. Au nom de l'époux. Voilà. Donc, l'autre problème aussi, c'est le problème, un problème moral, psychologique.
Parce que vraiment, il y a eu des faits qui sont assez poignants. Elle nous a raconté avant ce qui s'était passé par rapport à sa fille, par rapport aux enfants, par rapport à elle-même. Il y a eu des violences, il y a eu beaucoup de choses. Donc, je pense quand même qu'il y a des lois par rapport aux discriminations, aux violences faites aux femmes. Donc, il y a tout ça qui va intervenir après. Très bien. Alors, finalement, c'est un problème pluridisciplinaire qui convoque plusieurs disciplines. Mais nous avons opéré le choix ce soir de mettre l'accent sur la dimension juridique. C'est d'ailleurs ce qui justifie la configuration du panel des experts ce soir. Et je m'en vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec vous, Maître Charles Constant Youmbi. Alors, question peut-être banale, probablement très simpliste. À qui appartient cette maison? Je dirais d'entrée de jeu, Madame a dit qu'elle a trouvé la maison au moment où elle convolait en juste noces. On est appelé à dire de manière prématurée que la maison appartenait au mari. Mais je voudrais indiquer par ailleurs qu'au-delà de la convention, des conventions qui lient les parties ou bien du régime général des conventions, le mariage a un caractère spécifique. Parce qu'au-delà des consentements à la base, lorsque le mariage est consenti, les effets du mariage ne produisent plus les effets d'une convention ordinaire. C'est-à-dire? Ça veut dire en réalité que le mariage plonge les deux époux dans une consensualité qui fait en sorte que la gestion des biens relève maintenant des deux parties. Parce que voyez-vous, même si le Code civil, à la faveur des aménagements des instruments internationaux qui ont été ratifiés par le Cameroun, prévoit que le mari est le chef de famille, même celui qui avait acquis le bien avant le mariage, il n'en demeure moins vrai qu'il ne peut pas en disposer comme il l'entend, puisqu'il est le propriétaire, s'il y a un titre foncier à l'appui. C'est la raison pour laquelle je vous parlais tout à l'heure de preuve. Il y a l'hypothèque de la femme mariée qu'il faudrait relever, parce que la loi confère à la femme par le mariage ce droit sur un bien, même si ce bien ne lui appartient pas. Ça veut dire que si le mari, même bien avant le mariage, était le propriétaire du bien, le mariage, par le mariage, le bien devient un bien familial. Et du coup, la préservation de ces biens, le législateur lui-même a pris le soin de sauvegarder ce bien par l'hypothèque légale qu'il a conférée à la femme, à la femme dans le mariage. Cela suppose que le mari ne peut pas en disposer comme il entend, et si la femme découvre justement qu'il y a une distraction du bien, elle peut invoquer justement ce droit. Il s'agit d'un droit pour préserver la sécurité de ce bien. Mais sur le cas précis, oui, il y a une donnée quand même importante, ou disons deux, qu'il faut prendre en compte dans l'analyse de cette affaire. D'abord, le bien, vous l'avez relevé, a été acquis avant l'officialisation de cette union. Selon les déclarations de Madame Yamdje. Oui, de Madame, c'est clair, nous avons pu vérifier, c'est authentique, c'est une information que je suis en mesure de confirmer, maître. Ensuite, c'est un mariage, c'est un bien qui relève de la communauté des biens dans un foyer polygamique. D'où la complexité. D'une famille polygamique, vous avez dit? Polygamique. C'est bien ça. Je crois que Madame a dit que la forme du mariage était monogamique, si je ne me trompe pas. Polygamique. Polygamique. D'accord. Voilà. Donc à ce moment, quelles sont les données, quelles sont les hypothèses? Que faut-il? Peu importe, ce qui est constant, que Madame Yamdje vivait dans ce domicile avec les enfants. Cela veut dire que, comme Mme Basile a dit tout à l'heure, il s'agissait du domicile conjugal. Le domicile conjugal emporte les effets juridiques, cela peut, que tout le monde le sait. Ça veut dire que c'est le domicile dans lequel vivent l'époux et les enfants. Vous comprenez? On ne peut pas, à un moment donné, derechef, disposer de ce bien comme bon le semble, même si c'est vous qui l'avez acquis avant le mariage. Le mariage à lui seul, le législateur a fait en sorte que l'institution du mariage à lui seul sauvegarde déjà ce bien. Ça veut dire, à contrario, que Mme Yamdje, où elle est, nous ne connaissons pas le régime juridique du bien, ne sais pas s'il est immatriculé ou s'il n'est pas immatriculé, c'est ce qui nous embarrasse dans ce cas. Mais je présume que ce bien est immatriculé. Si ce bien est immatriculé, du coup, c'est un acte qui est voué à nullité. Si Mme Yamdje peut, déjà au regard de son acte de mariage, invoquer déjà
ce droit qui lui est reconnu légalement. Je crois que c'est un acte que manifestement chaque juge raisonnable devrait l'annuler. Alors, Maître Boubou, quel est votre avis sur la question? Oui, s'il faut s'en tenir à l'aspect juridique du problème, c'est un problème qui a été bien résolu aujourd'hui. Il s'agit de savoir si le mari peut seul disposer des biens du ménage sans le consentement de la femme. Eh bien, le problème a été clairement résolu. Mon confrère a parlé de l'hypothèque légale de la femme mariée. Ça veut dire que, quel que soit le régime, il ne peut pas disposer tout seul. Mais il y a autre chose. La Convention des Nations Unies de 1979 sur l'élimination de toute discrimination à l'égard de la femme, qui s'oppose à cela, qui attribue des droits à la femme. Cette convention a été reprise à peu près intégralement par le protocole de Maputo, qui est bien connu. Bien, tous ces textes interdisent aux maris de se comporter ainsi, si bien que si le juge est saisi, comme on suppose que ça s'est passé légalement, et bien comme mon confrère l'a dit, la vente sera annulée. Bon, maintenant, il y a quelques problèmes qu'il faut savoir. Comment est-ce que cette vente s'est passée? Est-ce que ça s'est passé devant le notaire? Ça ne sait pas apparemment. Devant le notaire. Devant le notaire. Normalement, donc, le notaire aurait dû rechercher votre signature. Les notaires prudents, peut-être que me dit si c'est le contraire, mais normalement, dans un cas comme ça, le notaire demande la signature de la femme. Le notaire urgent, prudent, demande la signature de la femme avant de vendre. Maintenant, comme il a fait ça, en pratiquement, il engage un peu sa responsabilité. Et le monsieur aussi, qui sur le plan social, a acheté une maison, je ne sais pas s'il a vu avec une femme à l'intérieur comme ça, évidemment, il s'expose aussi, c'est bien à quel risque il s'est exposé. Je pense que là, je ne vois pas comment humainement il peut se mettre à exclure cette femme. Vous avez suivi ce qu'elle a dit. Elle est prête à mourir, elle est prête à mourir. Est-ce qu'avec les 4 enfants et les petits-enfants, est-ce qu'il aura le courage, est-ce qu'un huissier aura le courage de les expulser? Je ne pense pas. Ok. Alors, Maître Bolobassi, Maître Pierre Boubou évoque un aspect qui est important à relever dans cette transaction, le rôle du notaire. Qu'est-ce qui fonde la légalité de cette transaction? Je crois que j'ai posé une première question pour savoir si l'immeuble était immatriculé. Il y a le titre foncier sur cet immeuble au nom de monsieur. Voilà. Donc, voilà comment se passent les ventes. Quand un acquéreur veut acheter un bien, il faudrait quand même d'abord qu'il visite le bien, qu'il le connaisse. Monsieur, je crois, aurait dû arriver d'abord chez vous, savoir si la maison est vide ou s'il y a des occupants, et savoir qui occupe la maison. Est-ce que c'est un locataire? Et dans ce cas-là, il y a des dispositions spéciales. Si c'est la famille, pour sa propre sécurité, demandez le consentement de l'épouse. Demandez, monsieur Tetaoué, est-ce que madame est d'accord? Vous vendez tous les deux? En ce moment-là, il faut que vous comparaissiez tous les deux devant le notaire. Voilà comment ça se passe. Parce que le notaire demande quel est le régime matrimonial, si vous êtes marié ou pas. Si vous n'êtes pas marié, vous présentez un certificat de célibat. Si vous ne pouvez pas le présenter, on présume que vous êtes marié. Et à ce moment, on demande que l'épouse se présente. Mais je tiens aussi à dire qu'il y a des situations quand même un peu cocasses. Hein, où monsieur, il y a des messieurs qui vont chercher d'autres dames, qui disent que voilà l'épouse. À votre place, vous ne savez pas, mais il y a peut-être une dame qui s'est présentée en disant que c'était elle, madame. Hein. Donc, on ne sait pas comment ça s'est passé. Donc, sur le cas précis, il y a vice alors. Un vice notarial. C'est pour ça que je dis, je ne sais pas. Il faudrait qu'on ait l'acte pour savoir s'il y a eu un consentement ou pas. Et elle est là, elle peut nous dire si elle a été... Est-ce que vous êtes allé devant un notaire? Vous êtes présenté devant un notaire pendant cette transaction? Non, monsieur, je n'étais même pas au courant.
Il ne m'a même pas dit. Voilà. Alors? Donc, mais ça renvoie toujours au point d'interrogation. Hein? Elle n'était pas au courant, il y a des procurations, il y a toutes sortes de documents qu'on peut présenter, qu'il faut analyser avant la vente. Parce qu'un notaire dit de ce on ne peut pas passer la vente sans, sachant que c'est le domicile conjugal, que c'est une communauté de biens, sans la présence de l'épouse. Donc ça, c'est un point, comme disait Maître Yumbi, qu'il faut creuser pour savoir déjà. Bon, maintenant, si ça n'a pas été fait, si ce consentement n'a pas été requis, évidemment, l'acte peut être frappé de nullité. Maintenant, c'est au juge de statuer sur la validité ou non de cet acte. Ok. Maître Yumbi? Oui, je voudrais ajouter également à la suite de Maître Bassi pour dire qu'en réalité, ce problème est assimilable également aux transactions cambiaires entre conjoints. Voyez-vous, un couple marié sous le régime de la communauté des meubles et des acquets, comme la loi le dit, lorsque le couple, lorsque l'un des conjoints contracte par exemple une dette, parce que vous savez, il y a une solidarité de dette entre conjoints, qu'est-ce que le banquier demande pour accorder le crédit? Il demande la signature conjointe de l'autre conjoint. L'autre conjoint signe solidairement pour rembourser cette dette-là. C'est le même régime en matière immobilière. C'est la raison pour laquelle je vous ai parlé tout à l'heure de l'hypothèque légale. Parce que lorsque le notaire reçoit un acte pareil, et il se rend compte, parce que parmi les pièces qui sont produites par devant le notaire, il y a l'acte de mariage naturellement, il y a le titre foncier. Le notaire interpelle le vendeur. Où est votre épouse? Parce que votre épouse doit être là pour marquer son consentement. En cas de vice de consentement, ça veut dire que cet acte a un véritable problème. Donc nous disons que, je le dis, je suis encore prudent parce que je me contente seulement des éléments factuels qui ont été délivrés sur ce plateau pour me prononcer. Mais je dis, s'il faut s'en tenir qu'à cela, je dis cet acte manifestement a des difficultés qui pourront naturellement être réglées devant les juridictions compétentes. Okay. Parce que voyez-vous, c'est le juge qui est là pour pouvoir régler les dysfonctionnements qui peuvent intervenir dans le cadre des relations entre particuliers. Mais une question, maître. Est-ce que vous, dans la chambre des notaires, dans l'exercice de vos fonctions au quotidien, vous ne disposez pas des mécanismes de vérification de l'authenticité des acteurs qui se présentent à vous? Parce que comment comprendre que dans la transaction dont nous faisons cas ce soir, qu'il y ait eu des possibilités ou des hypothèses de falsification de l'identité de l'épouse? Ou alors, est-ce que, puisqu'on est en situation de mariage de foyer polygamique, est-ce que la première femme peut jouer ce rôle? Vous voyez que il y a une autre épouse. Vous êtes en monogamie ou en polygamie? Polygamie. En polygamie. Elle n'est pas mariée. Elle est morte. Ah, d'accord. 7 ans qu'elle est morte. Elle est morte, elle a fait 7 ans et monsieur est marié. Tout à fait. Je ne l'ai même pas connue. Moi, je reviens toujours sur les preuves. J'aurais voulu voir cet acte, parce que vous aviez la possibilité de demander, est-ce qu'on ne vous l'a pas notifié? Normalement, l'huissier devait vous notifier l'acte de vente, pas seulement vous dire de partir. Il faut une preuve que vraiment l'immeuble a été vendu. Quelle est la preuve que vous avez que l'immeuble, que la vente s'est effectuée? On devait dire, suivant acte numéro tant, de tel jour, de tel notaire. Du répertoire. Voilà, du répertoire. Est-ce que l'acquéreur a déjà eu son titre foncier? Donc, c'est autant de questions que vous auriez dû avoir. Vous rapprochez d'un professionnel. Parce que si le titre a déjà été muté, il y a une autre procédure. S'il n'a pas encore été muté au nom de nouvel acquéreur, c'est encore mieux. Parce que ça a l'air un peu juste. Hein? Vous dites que ça s'est passé en août. Est-ce que ça a eu lieu avant ou à ce moment-là? Donc, vous voyez, vraiment, moi, je pense que vous gagnerez à vous faire accompagner, à demander un certificat de propriété.
sur cet immeuble, qu'on sache à qui il appartient maintenant. Est-ce que c'est à l'acquéreur? Est-ce que c'est toujours au nom de votre mari? Parce que vous avez des moyens de bloquer. Hein? Par rapport à ça, de mettre une prénotation, de faire opposition, pour que, en attendant, rien ne puisse continuer. Parce que peut-être qu'il n'a même pas encore de titre foncier. Il faut gagner en temps. Et vous gagnerez à voir cet acte-là, parce que vraiment tout ça, ce sont des hypothèses. J'ai peut-être parlé d'une anecdote. Hein. Ce sont des faits qui ont pu se réaliser. Mais ce n'est peut-être pas ce cas. Je ne pense pas que son époux ait utilisé ce genre de machination. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Même l'acquéreur gagnerait pour la sécurité. Ça, c'est un problème de sécurité des actes. Hein? Il faut que l'acte soit efficace. Il faut que la vente soit authentique et solide. Parce que sinon, elle peut tomber. OK. Voilà. Alors, Maître Boubou, quelles sont les implications de la notion de communauté des biens? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Quand même, on est en situation de couple, de mariage, certes, oui. Polygamique, mais avec communauté des biens. Quelles sont les implications? Alors, il faudrait justement relever quelques difficultés, ambiguïtés sur la notion de communauté de biens. Est-ce que, en cas de mariage polygamique, il y a communauté de biens? Ça, c'est un problème, l'interrogation. On n'a pas encore vraiment définitivement tranché, parce qu'il y a autant de communautés que d'épouses ou pas. Mais dans le cas d'espèce, c'était une polygamie de droit, pas de fait. Parce qu'il n'avait que son épouse, j'imagine, il n'avait que celle-ci. Il n'avait que celle-ci. Donc, bien en fait, il y avait monogamie de fait, même s'il n'avait qu'une femme. Donc, ça veut dire que le bien, qu'elle seule avait un droit sur ce bien-là. Donc, comme je l'ai dit, le problème se posant ici, est-ce qu'il pouvait vendre le bien sans le consentement de la femme? Eh bien, la loi est claire. Et la jurisprudence, il y a un certain nombre d'arrêts de la Cour suprême que j'ai à ma disposition, que je peux présenter à qui le veut, qui disent expressément que en cas de vente d'un immeuble sans le consentement de l'épouse, cette vente est nulle. En vertu de la Convention des Nations Unies sur la non-discrimination et de l'accord de Maputo, c'est bien connu. Donc cette vente est nulle, et de nul effet. Et il suffit de demander et on devrait l'obtenir. Bien sûr que la Cour suprême est intervenue parce que les premiers juges avaient cru devoir dire le contraire. Mais je pense que les magistrats sont en ce moment informés. J'ai entendu l'autre jour dire que le procureur général avait fait une conférence sur ce thème. À Douala, malheureusement que je ne sais pas ce qu'il a dit, mais c'est un problème récurrent. Et c'est pour ça que justement monsieur le procureur général a cru devoir en parler. Mais on ne sait malheureusement pas ce qu'il a dit. Mais pour ce cas précis, vous savez qu'il y a d'ailleurs des associations, je ne sais pas si vous êtes membre, qui s'occupent des droits des femmes. Et d'autres associations. Absolument. Oui, il y a des associations, vous connaissez M. Chakounte et des autres comme ça. Voilà, qui sont tout à fait. Mais restons sur le sujet. Oui. Il y a, vous en avez parlé d'ailleurs tout à l'heure, il y a cette ratification des textes supranationaux par le Cameroun. Vous avez évoqué tout à l'heure le cas du protocole de Maputo, qui a été ratifié par le Cameroun au début des années 2010, je crois. 2012. 2012, voilà. 2012. Novembre 2012. Voilà, novembre 2012. Alors, avant, et évidemment, la ratification de ces textes a eu des conséquences sur la notion de chef de famille. Avant 2012, quel était le contenu de la notion de chef de famille et quelles ont été les conséquences de la ratification de ces accords de Maputo sur l'autorité du chef de famille, y compris sur la gestion, la décision de liquider un bien conjugal? Avant 2012, le mari est la tête de proue de la famille. La loi lui confère le rôle de chef de famille. Article 1421. Oui. Et il administre la communauté des biens de la famille, dans l'intérêt de la famille. C'est très important de le relever. Parce qu'en réalité,
les instruments internationaux n'ont pas... Il n'y a pas eu une rupture avec la loi interne précédente. Elle est venue seulement consolider les acquis de la loi interne. Parce qu'en réalité, la loi interne précédente disait que même si le mari devait disposer, cette disposition devait être dans l'air de la famille. C'est-à-dire peut-être pour la santé des enfants, pour l'encadrement des enfants, pour l'école des enfants. Mais maintenant, pour sécuriser davantage les biens de la famille, puisque la convention de Maputo, le protocole de Maputo est venu remettre les deux éléments du couple au même et même semblable niveau, c'est-à-dire que le mari et la femme sont égaux devant la loi. Il y a ce qu'on appelle la codirection maintenant de la famille. La codirection, ça veut dire qu'il y a des éléments sur lesquels le consentement des deux conjoints est obligatoire pour que l'acte soit valide, notamment les actes de disposition. En d'autres termes, il n'y a plus de chef depuis 2012, depuis la ratification de cet accord. Non, je ne le dirais pas. Je ne le dirais pas. Il y a toujours un chef. Même si la loi ne le dit pas, il y a toujours un chef, mais il y a des décisions sur lesquelles le consentement des deux parties est obligatoire. Il y a toujours un chef. On ne peut pas avoir deux chefs dans un même bateau. Il y a toujours un chef, mais il y a des points sur lesquels maintenant le consentement des deux personnes le consentement est obligatoire. C'est très important de le relever. Notamment, l'homme ne peut plus disposer du bien de la communauté comme il entend. L'homme ne peut plus choisir le domicile conjugal tout seul, comme j'ai dit. L'homme ne peut plus décider de l'avenir de l'enfant. L'homme ne peut plus choisir l'orientation scolaire de l'enfant tout seul. Ça se fait maintenant de manière communautaire entre le mari et la femme. Alors, maître? Moi, en venant, j'ai pris cette convention de Maputo et j'ai pris la convention, la CEDEF, parce que c'est un problème de discrimination et de violence qu'on relève. C'est important de le dire. Avant, le mari administrait et gérait tout seul. C'était ça le problème, seul. C'était précisé, seul. Avant 2012. Voilà. Maintenant, il y a cogestion. Avec tous ces textes-là, on demande la cogestion en ce qui concerne certains biens, notamment le logement, le domicile familial, parce que c'est celui qui nous intéresse. L'immeuble où vit la famille. Monsieur et madame décident ensemble. Et sur certains éléments, sur ces immeubles-là sensibles, on demande l'autorisation, l'intervention de l'épouse en matière de disposition, de vente, d'hypothèque. Si monsieur veut prendre un prêt, hypothéquer ce bien, on va vous demander d'intervenir. Alors, combien de fois pour vendre? Combien de fois pour vendre? Donc, tous ces textes-là ont prévu quels étaient les pouvoirs des époux communs en biens, sur ces biens qui sont sensibles et réservés. Donc, tout ce que nous disons depuis le début, c'est que ce n'est pas possible. Sauf à nous démontrer le contraire. Parce que nous n'avons pas les éléments tangibles. Donc, vous essayez de démontrer que dans le cas de figure qui est inscrit à la table de discussion ce soir, cet homme n'a pas le droit de liquider un bien conjugal. C'est bien cela. C'est bien cela. Mais je voulais relever quelque chose parce qu'il y a un détail qui m'a frappé. Parce que madame nous a dit à l'entame qu'il y avait un autre bien qui aurait subi le même sort. Donc je voulais qu'elle nous explique un peu le premier immeuble qui avait été vendu. Comment ça s'est passé? Parce qu'il y a quand même une répétition, une récidive dans le cas d'espèce, pour que nous comprenions bien, puisqu'elle nous avait dit qu'il avait présenté la situation, mais que, bon, comme il y avait des enfants du premier lit, voilà, donc, parce qu'il faut comprendre un peu comment ça s'est passé, la première vente. Oui, madame. La première vente s'est passée en 2000...
pas trop retenu la date, mais je sais que c'était en 2000. C'est là où habitaient les premiers enfants. Ils étaient 7. Ils vivaient dans une même maison. Les enfants de la première femme. Là, ils vivaient là-bas, ils bagarraient beaucoup. Chacun fait surtout ils tiraient les courants au mur, les câbles pour bagarrer. Il a dit ceci. Si on a les enfants dans la maison, là, tous seuls, les grands enfants, ils peuvent se tuer un jour. Autant mieux vendre. Il y a une de ses filles, ça s'appelle Tumé de Malise. Elle dit, papa, il faut qu'on vende la maison si on se départage. Parce que si on reste ici, on doit. Quelqu'un va tuer son frère. Là où ils sont entendus maintenant, ils ont vendu la maison. C'était à 16 millions. Et tous les enfants ont signé. Jusqu'au tribunal de Côte, ils ont signé. Là, maintenant, il allait acheter le terrain de chaque enfant. Il a construit. Chaque enfant, même jusqu'aux filles. Tous les 7 enfants, jusqu'aux filles. Ok. Réaction, maître? Ben... Et puis j'ai signé. Il m'a demandé de signer j'ai signé. Ils sont allés chez le notaire, il a dit que si la dame ne vient pas signer, ça ne passe pas. Tous les enfants sont revenus. L'aîné avait même, il avait l'aîné, il était interné. Il est venu me supplier, maman, pardon. Tu veux que je meure? Vois comment le sang coule sur moi. S'il te plaît, viens signer la vente ici pour que ça passe. C'est comme ça qu'ils me prennent derrière la machine. J'étais en train de coudre, ils me prennent dans la machine à quoi? Chez le notaire. On a signé la vente. Donc vous voyez que le travail des notaires est bien fait. C'est pour ça que moi j'aimais beaucoup de réserves sur cette vente. Oui, mais je dis dans le cas d'espèce, l'époux la première fois a été chez un notaire, madame a signé avec les enfants, c'était une vente officielle. Donc est-ce que là maintenant, cette vente s'est vraiment passée? Moi, je me dis, vous savez, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Il faudrait demander l'acte de vente, l'acte notarié. C'est important, madame, pour vous fixer, parce que nous sommes encore dans les hypothèses. Nous sommes dans les hypothèses. Pourquoi le premier notaire a demandé votre présence et le deuxième n'aurait pas fait? De toute façon, si vous voulez aller au tribunal, il vous faut une preuve. Pour demander la nullité d'un acte, il faut l'avoir. Qui doit lui remettre cet acte? Voilà. Qui doit le lui remettre? Déjà, elle peut demander un certificat de propriété. Dans ce certificat, il y aura les références de la date de l'acte et le nom du notaire. Ça s'est passé tel jour, c'est devant tel notaire. Elle aura déjà l'information et maintenant, elle pourra se rapprocher du notaire pour demander une copie de l'acte. Elle va se présenter, je suis madame un tel, j'ai besoin de ma copie. Oui, et à ce moment, elle peut agir. Je voudrais ajouter quelque chose de l'eau au moulin par rapport aux échanges pour indiquer que je suis un peu embêté parce que dans le récit de madame tout à l'heure, si peut-être j'ai mal compris, elle nous a indiqué qu'elle a convolé en juste noces en 2004. Peut-être que j'ai peut-être mal, compris. Mais elle nous déclare que l'acte de vente de ce premier immeuble a été fait en 2000. Non, en fait, elle ne se souvient pas très bien, mais oui. Bon. Entre 2000 et 2004, quand même, il y a 4 ans, il y a 4 ans d'intervalle. Et je voudrais indiquer quand même que même si c'était en 2000 et c'était après son mariage, les enfants n'avaient pas besoin d'intervenir dans le cadre de cette transaction. Et relativement à votre question sur quelle est la procédure pour obtenir un acte auquel on n'a pas été partie, c'est aussi simple. On obtient un certificat de propriété, comme l'a dit Men Bassi tout à l'heure. On saisit le juge de référé puisqu'on a un intérêt. Et on dit, on révèle au juge de référé l'intérêt que nous avons par rapport à la transaction. Si le notaire y oppose la moindre réticence, on va enjoindre au notaire de pouvoir délivrer cet acte sous astreinte. Donc c'est aussi facile que ça. C'est pas compliqué. Mais je dis, vous voyez, nous sommes confrontés dans ce débat depuis le début par rapport aux faits, par rapport aux preuves. Vous voyez, on n'a pas des éléments, ce qui ne nous permet pas de nous prononcer avec beaucoup de certitude jusqu'à présent. Bien, alors, dans cette affaire, il y a d'autres acteurs dont l'intérêt mérite d'être relevé aussi. Il s'agit des enfants. Et évidemment, dans ce couple, dans le deuxième foyer, ils sont 4. Voilà, 4 parmi lesquels des mineurs et des majeurs. Est-ce qu'il y a des implications juridiques dans cette opération, Maître Boubou?
Oui, mais là-dedans, il y a un autre problème, je dis justement, qu'on appelle la réserve héréditaire. Le père n'a pas le droit de disposer de son vivant de tous ses biens. Normalement, les biens lui reviennent, mais normalement, étant donné que c'est son unique maison, étant donné qu'il a déjà vendu la première, normalement, il ne devrait pas... Il a maximum droit au cas d'une partie de ses biens, surtout que vous parlez de 4 enfants. 4 enfants nés de vos œuvres, il ne devrait pas pouvoir vendre ce bien. C'est pour ça que les enfants ont été amenés à signer la vente pour le premier terrain. Pourquoi cette fois il n'a pas... Bon, on pourrait revenir sur ce problème parce que là, je ne sais pas, je vois ça un monsieur à double aspect. Il faut quand même que vous regardiez, parce que à l'intention des femmes qui nous écoutent là, votre part de responsabilité, bon, mais ce n'est pas le problème en ce moment, parce que pourquoi il a eu autant pitié des enfants du premier lit et pas des vôtres? Bon, ça c'est un problème qu'on pourrait regarder votre part de responsabilité là-dedans. Mais pour revenir au vrai problème, il s'agit de savoir les droits des enfants. Les enfants devraient, ils n'ont peut-être pas aller au tribunal, ce n'est pas évident pour eux, mais au moins la dame a ce droit-là, comme vous l'avez dit, il suffit que vous ayez la pièce requise, vous aurez cette pièce, vous allez au tribunal, et d'abord sur le plan social, sur le plan juridique, vous aurez raison. Encore que ce monsieur, pour vous expulser, doit prouver qu'il est le propriétaire, ce qui fait qu'il vous donnera l'acte qui lui donne la qualité. Parce que sinon, il faut qu'il... Donc vous aurez, sans aller au tribunal, comme vous le dites, normalement, il devrait, sauf s'il y a l'abus, il devrait vous signifier l'acte, la preuve qu'il est le nouveau propriétaire. Et ça, c'est autant de choses. Dans ce cas, vous allez, avec une enquête sociale, montrer toutes les difficultés dans lesquelles vous vous trouvez. Et normalement, le juge devrait, en application de cette jurisprudence dont je vous ai parlé, dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que c'est plusieurs cas, c'est fréquemment que les femmes saisissent le tribunal pour ce cas. Et depuis 1993, la Cour suprême donne systématiquement raison aux femmes dans des conditions comme ça. Donc, en vertu des textes dont j'ai parlé, Maputo et Convention des Nations Unies, ces deux textes. Il y avait jusqu'ici le Code civil, justement, l'article 1421 qui donnait beaucoup de droits à la femme, à l'homme, mais depuis donc, ce texte est encore présent, mais en attendant, même la Cour suprême a dit que non, il y a contradiction entre une convention internationale ratifiée par le Cameroun et une loi camerounaise. La convention internationale l'emporte nécessairement, sans hésitation, ce que la Cour suprême a dit. Alors, Maître Mbolo Bassi, quels sont les éléments susceptibles de rendre légitime une telle transaction? Moi, ce que je voudrais quand même relever, nous sommes là pour aider Mme Tetaoui. Nous sommes là pour trouver une solution, essayer de trouver une solution à son problème, la rassurer, l'orienter, puisque nous n'avons pas les documents. Il y a eu une vente. Moi, en qualité de notaire, j'interviens avant. Le notaire intervient avant pour sécuriser. Je l'ai dit à l'entame, au niveau du contrat, avant le mariage, comment vous allez gérer votre mariage? C'est là où il faut me rencontrer. Pour qu'on dise, madame, comme il y a eu polygamie, voilà ce que vous devez faire. Voilà, qu'est-ce que vous avez comme bien? Vous allez habiter où? Comment ça va se passer? Ça doit être comme ça, comme ça, comme ça. Avant le mariage, en cas de dissolution du mariage, voilà ce que la loi prévoit. En cas de transaction, voilà comment ça se passe. Si vous étiez tous les deux d'accord pour faire la vente, voilà ce que je vous aurais dit. Maintenant, le problème, si vous étiez venu chez moi, monsieur se présentait chez moi par exemple, pour dire, voilà, je souhaite vendre mon bien. Mais de façon concrète, oui, pour j'en viens. Pour éduquer la population et nos téléspectateurs. Oui. Oui. Il y a une démarche que je lui aurais demandé de suivre. Est-ce que cette démarche a été suivie? Apparemment non, parce que nous sommes là aujourd'hui. Vous n'étiez pas au courant. La démarche, c'est de présenter d'abord son titre foncier, de voir
son acte de mariage ou alors un certificat de célibat, de vérifier quel est l'occupant de la maison. Faire une descente pour constater qui occupe la maison. Si c'est un locataire, il a un droit de préemption. Même le locataire, ce n'est pas seulement madame. Quelqu'un qui occupe, on lui demande s'il veut acheter. Donc il y a quand même des préalables pour une maison qui est occupée. On ne peut pas vendre un local occupé aussi légèrement. Parce que même le locataire peut racheter. Il peut aussi s'opposer à une vente et l'annuler. Combien de fois l'épouse avec les enfants dedans? Donc il y a tous ces préalables qui normalement auraient dû être vérifiés. Je l'ai dit tantôt. Maintenant, moi, je tenais quand même à ce qu'on progresse en disant il y a un problème d'expulsion. Est-ce que madame peut être expulsée ou pas? Je pense que c'est d'abord la question. Oui. Hein? Est-ce que sur la base d'une simple sommation, on peut vous demander de partir en 24 heures, en 48 heures, en une semaine? C'est pas possible. Et vous avez vu toutes les intimidations dont vous avez été l'objet. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui coince. Est-ce qu'on vous a présenté une ordonnance d'expulsion? C'est le tribunal qui décide si on doit vous expulser ou pas. Est-ce que monsieur ne peut pas expulser comme ça? Ni la gendarmerie et les forces de l'ordre. Vous voyez, donc il y a quand même une procédure. Donc nous n'en sommes pas encore là. Ok. Mais il faut anticiper. Je vous conseille vraiment d'anticiper. Ok. Maître Yombi, sur la question de l'expulsion, doivent-ils être expulsés, madame et les enfants? Un principe, comme l'a dit Menbassi, on n'expulse pas de cette manière-là. On expulse en vertu d'une décision qui est devenue définitive. Une décision qui peut être une ordonnance, qui peut être un jugement ou un arrêt, qui est devenu définitif, c'est-à-dire qui ne fait plus l'objet d'aucune contestation. Ça veut dire que naturellement on a engagé une procédure en vue de vous faire sortir du local. Peut-être que vous n'avez pas eu gain de cause, vous avez exercé des voies de recours jusqu'à ce que la décision devienne définitive. Une simple sommation de libérer ne constitue pas un acte d'expulsion. Il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Et comme le disait M. Bassi tout à l'heure, pour évoluer, parce que nous sommes dans une démarche pédagogique, pour évoluer, il faudrait que nous comprenions beaucoup de choses. Madame Yamdieu appartient à cette couche de la population qui est une couche vulnérable. Et elle doit savoir que même sans argent, elle a accès à la justice. Au Cameroun? Bien sûr, il y a l'assistance judiciaire. Elle peut solliciter, je vous en prie, s'il vous plaît. Il y a l'assistance judiciaire. Elle peut solliciter l'assistance judiciaire qui va l'exonérer des frais de procédure, quel que soit le type de procédure qui pourrait être engagé, des frais d'huissier ou des frais de notaire, quel que soit l'acte qu'elle pourrait poser. Ouais, en démontrant, s'il vous plaît, en démontrant son état d'indigence, en démontrant la précarité dans laquelle elle vit, et ce droit lui sera concédé. Parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Parce que quand je le dis, derrière moi, on est en train de rire parce que les gens ne sont pas habitués à ce genre de choses. Mais en réalité, il s'agit d'une réalité à laquelle le peuple camerounais doit savoir. Puisque c'est un peuple qui est constitué à 90% de populations extrêmement vulnérables et qui ne sait pas que ce genre de droits leur sont ouverts. C'est important. Parce qu'elle vous l'a dit tout à l'heure de manière laconique, qu'elle était en Dokoti, elle demandait à un avocat de l'aider, il y avait son fils à l'intérieur et tout cela. Mais écoutez, vous pouvez ne pas avoir d'argent, mais vous pouvez avoir l'accès à la justice, vous est ouvert. Et comment? Non, expliquez le mécanisme pour que les Camerounais comprennent. Le mécanisme parce que nous avons près de 300 cas de Camerounais qui est comme ça. Le mécanisme est simple, Eric. Le mécanisme est simple. Madame Yamdieu fait l'objet aujourd'hui d'une tentative d'expulsion, parce que je veux dire une expulsion sommaire. Les procédures peuvent déjà être engagées, parce que déjà quand on fait une sommation, naturellement dans l'exploit de l'huissier, je m'attends, si j'avais ce document en main, pour voir l'acte qui a été visé dans l'exploit déjà. Et l'acte qui a été visé peut déjà faire l'objet d'une procédure. Et si une procédure est déjà possible, elle n'a pas les moyens pour engager une telle procédure, elle saisit la commission d'assistance judiciaire, la juridiction compétente, qui statue sur son cas, l'admet au bénéfice de l'assistance judiciaire et toutes les procédures pourront être engagées. Parce que voyez-vous,
une procédure en nullité d'un acte de vente n'est pas une procédure mince parce qu'elle est extrêmement longue, faisant partie d'une procédure en matière civile. C'est pas une procédure, nous ne sommes pas au pénal où de manière sommaire, en 2 ou 3 audiences, on peut conclure un dossier. En matière civile, on va en premier ressort, on va au second degré et on peut finir à la cour d'appel. Cela peut prendre beaucoup de temps et cela mobilise non seulement de l'énergie, mais également beaucoup de moyens. Et pour l'exonérer de toutes ces charges déjà, elle peut se faire admettre au bénéfice de l'assistance judiciaire. Je le dis sur le contrôle de Belbobou qui est là. Parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Oui, je voudrais ajouter quelque chose pour aider Madame Tetaoui. Elle va entamer certainement des procédures judiciaires, mais des procédures directes, Madame. Vous pouvez faire opposition. Commencez même déjà par ça. Demandez un certificat de propriété pour savoir où en est le bien. Vous allez à Bonanjo, à la conservation foncière. Vous voyez le conservateur, vous lui expliquez votre problème et vous lui dites vraiment, monsieur le conservateur, je vais faire opposition à cette vente. Voilà, voilà, voilà. Vous écrivez, vous envoyez par huissier, c'est déjà un pas. Et vous allez voir. Parce que peut-être que c'est un feu de paille, que ce n'est même pas encore arrivé au bout et que vous pouvez l'éteindre là tout de suite. Mais on n'attendait pas d'être déjà au tribunal. Commencez, il y a l'administration. Vous pouvez bloquer au niveau de l'administration. Alors, à vous écouter, on a le sentiment que tout est... On est dans une société où tout se passe bien. Il n'y a pas d'obstacle, le monde est beau. Vous avez des difficultés, vous allez dans un palais de justice, vous demandez une assistance judiciaire, on vous ouvre les bras. Vous allez chez le conservateur, il vous reçoit et il vous... Mais je ne sais pas, c'est beau, hein? Oui, là, je peux faire quelques observations. Effectivement, ce n'est pas facile. Ça, mon confrère a tout à fait bien raison de rappeler. Il y a des textes sur l'assistance judiciaire qui prévoient bien que la partie qui n'est pas en mesure de faire face aux frais de justice peut se faire assister de manière qu'elle soit dispensée de payer les frais de consignation, parce qu'il faut payer 6%, elle peut être dispensée de payer les frais de huissier et consorts. Et donc la loi doit donc frapper à quelle porte? Elle fait partie de la cible. Comment faire? Là, effectivement, c'est assez compliqué. Les pièces sont assez complexes. C'est pour ça que j'allais dire que il y a, j'ai parlé tout à l'heure de M. Chakounte et d'autres, il y a des femmes, c'est une femme, il y a des associations féminines qui peuvent vous assister, vous conduire, vous êtes vraiment le public cible pour un cas comme ça. Une femme abandonnée par son mari avec des enfants, c'est vraiment le cas typique des associations. Permettez que je peux vous dire que ces associations semblent saturées aussi. Hein. Nous avons pas mal de cas qui ont été orientés vers ces associations, mais on est sans résultat depuis des mois. Donc, il y a une espèce de saturation ambiante dans ce combat, ces actions de la société civile et autres. Bien sûr qu'il y a des difficultés, mais il y a un minimum, parce que là, il faut qu'il y ait un minimum de contribution de la part, parce que qu'est-ce qu'on peut faire? Si elle a pu venir d'ici, je pense qu'elle peut encore essayer d'aller chercher une association qui peut l'aider. Ok. Alors, Madame Tetaoui ne sort plus de la maison. Elle nous l'a dit, elle a peur d'être expulsée, et elle a dit, en 2 mots vraiment prosaïques, très, très simples, que seuls les gros engins, dont les caterpillars, pourront l'enlever, l'expulser de cette maison. Donc, est-ce qu'elle peut, dès demain matin, vaquer à ses occupations? Parce qu'elle a même peur. Vous ne sortez plus de la maison. Voilà. Parce que vous avez peur. Voilà. Donc, vous attendez que les gros bras viennent vous... Voilà. Donc, vous m'avez même dit que les gros bras viennent traverser votre cadavre pour... Donc, il faut le dire. Alors, est-ce que dès demain matin... elle peut vaquer tranquillement à ses occupations sans crainte d'une quelconque expulsion, de revenir avec, retrouver une porte scellée ou des choses comme ça?
Oui, Eric, je voudrais tout simplement dire que c'est vrai que le non-droit s'est érigé au Cameroun en règle universelle et aujourd'hui, de plus en plus, on ne croit plus à la loi. Mais je voudrais indiquer que même quand il y a une décision définitive, il y a un commandement qui vous est servi. Ce commandement vous ouvre la porte à toute possibilité de contestation. Donc je ne vois pas en quoi Mme Yamdieu devrait avoir peur. Elle est dans un domicile qui, dans un premier lieu, à mon sens, représente le domicile conjugal. D'abord, au-delà de la question sur la propriété, elle a des enfants mineurs. Il s'agit du domicile conjugal. Parce que, voyez-vous, nous sommes dans le cadre d'un débat qui a plusieurs ouvertures. Nous avons un mari qui a déserté la maison depuis plusieurs mois et qui peut être poursuivi pour le fait d'abandon de foyer conjugal, parce que c'est une infraction qui peut être ouverte contre l'épouse ou l'époux, qui peut être même poursuivi pour le refus d'accorder aux enfants des aliments, parce qu'aujourd'hui, à la faveur du nouveau code pénal, le mari a l'obligation de donner des aliments aux enfants. C'est important. Son expulsion de fait peut s'assimiler même à une expulsion visée par la loi. Parce qu'aujourd'hui, même le mari n'a pas le droit d'expulser l'épouse légitime de la maison. C'est condamné par la loi pénale. Donc du coup, vous voyez, tous ces éléments concourent à dire que mais il n'y a pas de moyen légal pour justifier son départ de la maison aujourd'hui. Elle ne vous a pas dit que dans la sommation qu'on lui a servi, il y avait une décision qu'on a visée, jugement de temps, la grosse du jugement de temps, etc., etc. Elle ne vous a rien dit de tel. Elle vous a dit, Lucie est venu une fois, ensuite sur le commandant de Ndorbo, puisque c'est la pratique quotidienne au Cameroun. C'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, on a pris le fils en otage. Ça fonctionne comme ça. Ah bon? Et après, on vous dit, on a un Ndokoti. Ça fonctionne comme ça. Après, on prend 1 million, on va laisser votre fils. C'est du chantage. Il faut se démarquer de cette rumeur, de cette clameur populaire. Parce que c'est cette clameur qui vient édulcorer la justice camerounaise. La justice a des canons qu'on respecte aujourd'hui. Et c'est bon de le savoir. Nous sommes sur ce plateau pour informer les citoyens par rapport à cela. On ne doit pas prendre des gens comme ça. Chaque matin, on se lève, on dit on a un Ndokoti, on descend. Il y a des choses qu'on respecte. Donc je dis, Madame Yamdieu qui est là présent, doit, à défaut de trouver, bon, l'avocat naturellement doit être renuméré, mais je crois au moins que Douala au moins a plus d'une centaine d'avocats. Il y a des associations comme M. Boubou l'a dit, qui peuvent prendre son cas et le prendre véritablement en main. Mais les avocats ne font pas que du bénévolat. Hein. Je suis d'accord avec vous. Vous connaissez, maître. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a des associations. Maître Bassi vous a dit qu'elle en faisait partie, même d'une d'ailleurs. Et qui ont certainement beaucoup de déchets d'âme sous la main. Ok. Alors, oui, mais... Dans une expulsion, comme on l'a dit, est nécessairement judiciaire. Il faut absolument une décision de justice. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'effectivement, il y a des décisions de justice qui surprennent. On ne sait jamais. Pour ce cas, elle peut être surprise par une décision de justice. Qu'est-ce qu'elle peut faire? On lui a conseillé de prendre le devant pour pouvoir saisir elle aussi la justice. Et comme on a dit, ça serait peut-être la meilleure garantie. Sinon, vous ne pouvez pas vivre éternellement fermé. Ça peut encore durer, parce que ça peut durer. Si dans 6 mois qui viennent, vous aurez des difficultés. Il faudrait absolument trouver un moyen de pouvoir être libéré pour vaquer à vos occupations. Et je crois que là, si vous prenez le devant, même une décision ne peut pas vous surprendre, parce que ça aussi c'est possible. Il y a quelques décisions comme des significations au poteau, peut-être on n'en parle. Okay. Alors, nous sommes à quelques semaines de la fin de l'année et le mois de décembre est réputé être le mois des mariages sous les tropiques, au Cameroun. Donc de nombreux couples nous écoutent et nous regardent ce soir, des couples qui envisagent de franchir ce palier, de se marier. Quelles sont les précautions à prendre dans le choix du régime et peut-être de la gestion des biens
Quelles sont les dispositions à prendre, Maître Mbolombas, pour le téléspectateur qui vous écoute et qui va franchir le pas dans les prochains jours? Ah oui. Je pense que cette tribune est la bonne occasion, l'occasion idoine, pour sensibiliser les Camerounais et les Camerounaises. Les Camerounais ne font pas de contrat de mariage. Et c'est très dommage. Mais les actes de mariage... Il faut parler de l'avenir. Il faut parler des biens. Il faut parler des problèmes d'argent avant le mariage. C'est une association. Il faut régler les choses avant. Parce qu'après, ce sera tard. Le contrat se fait avant le mariage. Autant vous allez demander la publication de banc. Et moi, je tiens à remercier quand même certains maires qui sensibilisent de temps en temps les futurs époux, les fiancés, quand ils viennent les voir, ils leur disent « Est-ce que vous avez pensé à faire un contrat de mariage ?» Ce qui fait que ça pose quand même une petite interrogation. Juste une question, maître. Qu'est-ce que c'est ce contrat de mariage? En quoi est-il différent d'un acte de mariage? Ben, le contrat est différent parce que c'est l'acte qui va régir la vie du couple, les biens du couple. Comment ces biens seront gérés? À qui ils seront destinés? Parce que vous savez, on a des biens, ou on peut avoir des biens avant le mariage. Quel est le sort de ces biens? Les biens acquis pendant le mariage, quel sera leur sort? Généralement, on distingue les biens propres et les biens communs. Il y a les biens qui peuvent être propres à chaque époux, le mari ou la femme. Maintenant, les biens qui sont acquis pendant le mariage. Alors, on distingue 3 formes de régime matrimoniaux. La communauté des biens, la communauté aux acquets et la séparation des biens. Voilà les 3 régimes. C'est-à-dire? En fonction de votre statut social. Généralement, les commerçants, les hommes d'affaires préfèrent la séparation des biens. Ça veut dire que chaque époux gère ses biens. Il n'y a pas de biens communs. On s'entend sur le logement ou les avoirs qui vont permettre de gérer la vie du couple. Mais chacun est comptable de ses biens, il les administre comme il veut. Maintenant, nous avons la communauté. Les biens qui ont été acquis avant le mariage. Parce que la communauté commence au jour du mariage. Qu'est-ce que vous aviez avant? Nous avons eu ce cas. C'est pour ça que la maison appartient à monsieur. Parce qu'il l'a acquise avant le mariage. Mais comme c'est le logement, bon, c'est là où le statut diffère. Mais si ce n'était pas le logement, que c'était un bien qu'il avait eu avant, ce serait différent. Ce serait différent. Donc, vous voyez la nuance. Si vous aviez acquis des biens pendant le mariage, et que ces biens qui auraient été le domicile conjugal, il y aurait eu une nuance. Donc, ces biens sont régis tant au début du mariage qu'à la fin du mariage. Et la communauté d'accueil concerne surtout les biens qui sont acquis avec les époux, entre les époux, ensemble. Okay. Que ce soit l'homme qui finance, ou que ce soit la femme qui finance, ou les deux, ce sont les acquis du couple. Ça vous appartient à deux. Alors, donc, pour plus de précision, moi, je vous invite, jeunes mariés, à vous rapprocher des notaires pour avoir des renseignements. Alors, en l'absence d'un contrat de mariage, quelles sont donc les implications? Parce qu'ils sont nombreux qui vont devant le maire sceller leur union sans savoir au préalable, eu ce réflexe-là, peut-être par ignorance ou par méconnaissance des dispositions existantes. Donc, en l'absence de ce contrat de mariage, quelles sont donc les implications? Quelle est la valeur de la communauté? En l'absence de contrat de mariage, c'est le régime de la communauté des biens qui s'applique. Et c'est ce que je relevais tantôt. Les Camerounais ne font pas de contrat de mariage, soit parce qu'ils sont ignorants, soit parce qu'ils ne veulent pas. Parce qu'il y a aussi cet aspect. Ou peut-être monsieur veut un contrat de mariage, madame ne veut pas, ou vice-versa.
Donc finalement, il n'y a pas de contrat du tout, puisqu'il faut un consensus, il faut l'accord des deux parties. Nous avons eu des cas où, jusqu'à la dernière minute, on ne savait pas si le mariage aurait eu lieu parce que madame voulait peut-être la communauté, monsieur la séparation, et puis finalement, il n'y a pas eu de contrat. Il faut en parler et voir le professionnel avant. Donc, les implications de la communauté des biens concernent les biens possédés par les époux avant le mariage. Ça peut être des meubles ou des immeubles. Ce sont des biens propres. Maintenant, il y a les biens qui sont acquis pendant le mariage, dont la gestion est codifiée. Comme nous l'avons dit tantôt, ces biens-là demandent une cogestion avec l'évolution du droit, la convention CEDEF, convention de Maputo. La dame est impliquée, madame est impliquée dans la gestion. C'est une cogestion. Monsieur ne gère plus seul. Ok, d'accord. Alors, Maître Boubou, nous allons bientôt sortir de cette phase de l'émission pour franchir un autre palier. Que devons-nous retenir? Comment réduire le taux de fréquentation des palais de justice pour de tels dossiers, de telles affaires au Cameroun? Parce que Maître Yombi le disait tout à l'heure, c'est des cas très récurrents. Effectivement, ça, je suis personnellement pour que le mariage soit indissoluble. Et vous faites bien une œuvre sociale en donnant les conseils préventifs de manière que chacun prévienne. Et bon, je voulais dire, après ce que le maître a dit tout à l'heure, que si vous n'avez pas fait de contrat, il y a ce qu'on appelle l'immutabilité des conventions matrimoniales. Ça veut dire que ça doit se faire avant le mariage ou jamais. Vous devez donc aller chez le notaire pour ce contrat ou jamais. Et quels sont ceux qui ont intérêt donc? C'est des commerçants, comme elle l'a dit. Il y a aussi les héritiers. Parce que je connais des cas où l'homme va pour le bien de la femme, ou alors l'inverse. Très souvent, c'est parce que tel est d'une famille riche que le monsieur va l'épouser. Dans un cas comme ça, c'est parfois prudent, n'est-ce pas, qu'il y ait séparation de biens, de manière que le monsieur sache bien que les biens de la famille de madame ne lui reviendront pas, comme ça soit clair que ce n'est pas un mariage d'intérêt. Alors donc, toutes ces précautions peuvent faire en sorte qu'au moins la difficulté ne parte pas des biens. Bon, est-ce que ce sort des biens peut favoriser la stabilité du couple? Je pense que oui, dans une certaine mesure. Cette stabilité ça peut permettre, parce qu'il y a des problèmes qui sont résolus d'avance. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous ne vous mariez pas et c'est tout. Et surtout, ça peut favoriser en ce sens que si d'aventure le mari commerçant est en difficulté, ou si les fonctionnaires qui détournent les deniers publics, comme on le voit beaucoup de cas ici, eh bien, les biens de l'épouse, comme étant biens personnels, seront préservés. Vous voyez quand même l'intérêt d'un tel contrat. Donc il faudrait, dans certains cas, voir. Bien sûr que quand les jeunes couples se marient, ils ne savent pas s'ils seront riches ou pas, qui sera quoi, mais peut-être comme on ne peut pas évoluer, on ne peut pas changer, c'est un choix sans retour. Eh bien, est-ce qu'il ne faut pas aller une fois chez le notaire? Moi, je conseillerais cela. Ok. Maître Yombi? Oui, c'est vrai, je respecte le point de vue de mes copanélistes. Mais je voudrais me débarrasser un peu de ma casquette de professionnel du droit pour revêtir un peu celle d'anthropologue. Parce que à écouter Maître Mbassi, à écouter Maître Boubou, j'ai l'impression que tout le monde va renoncer au mariage dès demain. C'est vrai. Parce que la réalité, c'est qu'on ne prend pas de précautions pour se marier. On se marie par amour. D'où vient-il qu'on doit se prémunir pour aller convoler en juste noces? La société camerounaise, comme celle africaine en général, est une société bantoue basée sur l'union de deux familles. Les familles s'aiment et décident que les enfants doivent se mettre ensemble. Les biens ne viennent qu'après. Je vais vous dire une chose. L'énumération, la séparation des biens dans notre côte relève d'une notion purement néocolonialiste. Ça ne relève pas
des réalités africaines. Nos cultures n'ont jamais prévu cela. Jamais. Ce sont les colons qui sont venus avec cela. Et c'est la raison pour laquelle Boubou vous a dit qu'il y a des cas spécifiques. Une héritière qui convole en juste honneur, c'est normal que la fille de tel milliardaire, au moment de se marier, puisse se prémunir parce que l'ensemble du patrimoine de papa repose sur elle. Il ne faudrait pas qu'un gigolo ou bien un voyou vienne dilapider tout. Mais c'est des cas isolés. C'est des cas isolés. Nous parlons aux jeunes filles, à la fille camerounaise. Et je dis, le mariage n'est pas calculé. On se marie par amour. C'est la raison pour laquelle nos parents, lorsqu'ils rentraient du marché ou bien du champ, le bien qu'il avait été le bien de l'ensemble de la famille. C'est ça la communauté, c'est ça l'essence de la communauté des biens. La communauté des biens, c'est de ça donc, que le législateur a tiré la source. Donc nous pensons aujourd'hui, puisque nous l'attendons depuis très longtemps, ça fait plus de 50 ans, que nous attendons la réforme du droit de la famille au Cameroun, ça ne vient toujours pas. Chaque ministre se succède en disant le code est presque prêt. On attend toujours que vivement ce code arrive pour que nous voyions ce que le législateur camerounais, quel visage le législateur camerounais a donné à ce nouveau code. Pour voir si effectivement notre culture a été complètement délaissée ou si elle a été consolidée. Très bien. Ok, bien. Merci pour cette analyse tout à fait transversale, Maître Youbi. Alors, vous ne partez pas, nous allons franchir un palier de cette émission. Je vous propose de suivre cet élément qui porte sur un cas qui nous préoccupe depuis quelques jours. C'est un cas que vous avez eu l'occasion de découvrir sur les antennes de Equinox Télévision. Regardez cet élément et juste derrière, nous ferons le point des actes de solidarité enregistrés durant la semaine. À tout de suite. La démarche de cette dernière démontre à suffire. Vous voyez, donc je n'ai pas de moyens pour aller à l'hôpital. La maladie a commencé, je sentais les maux de tête. Les maux de tête, je pars à l'hôpital. On me prescrit les produits, je les prends. C'est après certaines années que j'ai vu comment le cou a commencé à gonfler. Comme j'avais aussi le corps, oui, c'est là que je me suis rendue à Sarbayémé pour qu'ils essaient de voir s'ils peuvent m'opérer. Veuve Nsela Ete Moussissa, âgée de 63 ans, est malade. Au début de la pathologie qui la ronge depuis des années, elle dit avoir été stigmatisée par le personnel médical qui l'a consultée. Ils m'ont consulté. Ils m'ont dit que va à Douala, va mourir à Douala. Je dis mourir à Douala comment? Moi je suis malade. Sauvez-moi, vous dites que j'aille à Douala faire comment? Et le médecin là, il a dit pas seulement, c'est ce que je te dis. Ils m'ont prescrit rien que les médicaments de verre. C'est ça que j'ai ramené à Sarbayémé. Je suis alors restée, je ne savais pas d'où aller. Je suis encore partie à mes têtes. Il y a le carnet de mes têtes ici. Arrivé là-bas, le docteur là, il m'a consulté, il a commencé à me donner les remèdes. Et ça allait. J'ai fait 4 ou 5 tours là-bas. Le dernier jour où je suis arrivée, je ne l'ai plus trouvé. Je me suis dirigée vers ses amis, ses collègues. Oui, c'est ça, c'est les 2 hôpitaux là que je suis partie. Des années sont passées et la maladie a pris du volume. Ces nuits sont tristes. Je me sens très mal à l'aise. Je me sens très mal à l'aise. Je n'arrive pas à beaucoup marcher. Je ne peux pas marcher même 1 kilomètre. Et si je dors la nuit, je n'arrive pas bien à dormir. Oui, donc je suis mal à l'aise. C'est ce que je peux dire. Parce qu'il y a des fois, mon cœur frappe très fort de telle manière que je n'arrive pas à parler. Oui, je n'arrive pas à parler. Donc quand ça me frappe comme ça, tout le corps est cassé. Tout mon corps est cassé. Et j'ai déjà fait le deuil ici moi-même. Sur mon cou-ci, j'ai déjà fait le deuil. Je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. Je suis fatiguée.
suis fatiguée. Oh. Je suis fatiguée. Une personne. J'ai pris. Comme ça, l'autre fois, j'ai très mal à la tête. Très mal. Des fois, j'ai le vertige. Si je me lève, il faut que je fasse attention de me lever. Si je me lève brusquement, je suis au sol. Je suis au sol. Même la vue, je n'arrive même plus. Quand quelqu'un sort de loin, je ne peux pas savoir que c'est ma personne, jusqu'à ce qu'il s'approche à côté de moi. Veuve Stella était Moussissa. Dans cette douleur, elle est restée dans la recherche de la solution en parcourant plusieurs formations sanitaires. J'étais à Nutet. Je me suis rendue à Bonassama pour me faire inscrire. Et puis, je n'ai pas eu les moyens sur le bateau. Je suis partie à EEC. Il y a un hôpital là, à la cité protestante. Je suis allée là-bas. Ça n'a pas donné. Je suis partie à Bingo. Bingo, la Quintini. La Quintini, on m'a encore... Voilà, retour sur le plateau, justement pour faire le point de vos différentes contributions. Vous avez été très nombreux à réagir depuis la diffusion, depuis l'exposition, la mise en scène de la souffrance, du calvaire de cette maman. Alors pour faire le point justement sur le plateau de Regard Social ce soir, Irène Tembe est avec nous. Bonsoir madame. Bonsoir Eric. Comment allez-vous? Bien, merci. Très bien. Alors, quelles sont les contributions enregistrées à notre compteur? Les contributions enregistrées depuis le 28 octobre pour le cas de Maman Sela sont les suivantes. La famille Enumba Ndeme, 3 000 francs. Dia Blaise depuis l'Allemagne, 20 000 francs. La famille Linsom, 1 000 francs. Le couple Mbou, 15 000. Bahama Andina, 1 000 francs. Kusungwana, 2 000. Kunju Anik, 2 000. Richard, 1 000 francs. Adèle Ngalet de Bipanda, 5 000. Bienfaiteur, 25 000. Nkwa Merlin, 1 000 francs. Chomnou Joseph, 10 000 francs. Lotin Samé, 20 000 francs. Une chrétienne de Kopo de Bafoussam, 4 000 francs. Victorine Acha, 10 000 francs. Christian, 10 000. Gegung Dongo Paul Eric, 5 000. Une chrétienne de Ndokpassi, 30 000. Ndingen Valérie, 2 000. Une maman de Bonabéré, 5 000. Un bienfaiteur de Ndorbonne, 10 000. Maman Marine Douto, 5 000 francs. Nicole de Bonamoussadi, 10 000 francs. Derrière les Pierres, 3 000. Couple Ndormo de Bafoussam, 10 000. Le couple Chua Carlos de Bangé, 3 000 francs. Chapcheya Sinte Jouvani de France, 5 000 francs. Monsieur et Madame Galega Sambé Victor, 10 000 francs. Menzier, 10 000 francs. Ouete Merlin, 1 000 francs. Massa Joséphine, 5 000 francs. Ce qui nous donne un total de 238 000 francs CFA pour le cas de Maman Sela et de Bertha Dibedi. À la suite, nous avons également le cas des contributions de Nadège, cancer de la peau. Dormo Majorge, 5 000 francs. La famille King Akumba, 10 000 francs. Une chrétienne de Yaoundé, 5 000 francs. Un bienfaiteur, 3 000. Nanglemo, 500. Une famille de Bonamoussadi, 10 000. Un chrétien de Ndorbonne, 2 000. Une chrétienne de village, 3 000. Monsieur Sonkin Fabrice, 5 000. Gaët Taranan, 5 000 francs. Une bienfaitrice de Harry, 5 000 francs. La famille Kiari Florent, depuis Nyonkong à Bafia, 5 000 francs. Takam Rodrigue, 6 000 francs. Mohamed Moulium du FNE de Douala, 3 000 francs. Djoua, 1 000 francs. Osoka Bernadette, 2 000 francs. Un bienfaiteur de Yassa, 10 000 francs. Famille Finac, 10 000 francs. Sambo, 10 000. Zounia Claude de Yaoundé, 20 000. Chinjon Mathieu, 10 000. La famille Tchakounte de Harry, 10 000 francs. Joanna et Jobeline, 1 700. Aurélie, 100 000 francs.
Louise Mbassi, 20 000 francs. Un bienfaiteur de Niala Parizeau, 5 000 francs. Une bienfaitrice, 50 000 francs. Christian Aro Meigné, 5 000 francs. Yubi Laetitia, 2 000. Noufon Jongche, 3 000. Emako épouse Elon, 2 500. Une famille de PK8, 62 000 francs. NMF, 10 000 francs. Madame Songue Marie, 5 000 francs. Fris Toko Kame, 2 000 francs. Naoussa Sob Grégoire, 10 000 francs. Un bienfaiteur de Niala Total, 5 000 francs. Madame Kassé, 2 000. Famille Tchafak de Ngodi Bakoko, 5 000 francs. Zouondom, 5 000. Dormo, 5 000. Boudi, 5 000. Noubissi, 1 000 francs. Niagi Hervé, 5 000. Monsieur Ngoulet, 5 000. Maman Jeannette, 2 500. Rosine de Ndorpassi, 5 000. Une famille enseignante, 5 000. Djawan Pierre, 2 000 francs. Dedo Boy, 2 100 francs. Bienfaiteur de Marois, 4 350. Cercle des amis dynamiques, 100 000 francs. Djanang Choep Josiane, 50 000 francs. Bianzi et Lobo Jean-Paul, 5 000 francs. Mireille Gertrude, 25 000. Samba Carole, 10 000 francs. Une bienfaitrice de Dedo, 5 000 francs. Un Samaritain de Bepanda, 2 500. Monsieur Ndjo de Boya, 1 000 francs. Willy, 10 000. Nana, 10 000. Tamak Joséphine de PK16, 5 000. Blinda, 1 000 francs. Une bienfaitrice, 4 000. Tanque, 1 000 francs. Kwame Joe Chanceline, 2 500. Une mère et sa fille, 2 500. Une bienfaitrice de Colmeson Yaoundé, 5 000. Une chrétienne, 10 000. Arsène de Ndorbonne, 5 000. Régie Kamga de Bamenda, 10 000 francs. Eyike Sonia, 2 500. Feusi, 2 500. Araman, 1 500. Suzanne, 2 500. Aimé, 5 000. Menanga Jean, 2 000. Martin Bayen Banen, 5 000. Famille Kiari, 5 000. Maman Colette, 10 000. Cristal, 20 000. Babo, 2 500. Yaou épouse Tendon, 5 000. Une Camerounaise, 15 000 francs. La famille Fossi Augustin, 5 000. Un bienfaiteur, 7 000. Une mère et sa progéniture, 5 000. Thérèse T, 5 000. Martial, 2 000. Fedec, 50 000. Ange, 10 000. Chofo, Wodilo, 5 000. Un donateur, 1 500. Tatiana, 2 500. Un chrétien de la nouvelle route Cité-Sic, 2 000. Makake, 5 000. Melvin de Puichan, 10 000. Gérard et Pierrette du réseau